Bonjour à tous, nouveau format sur la chaîne, puisque je ne suis pas sur un cours de tennis, mais bien chez moi, pour échanger avec l'un de mes collègues youtubeurs tennis, à savoir Com Tennis Objectif seconde série. Alors personnellement, c'est l'un des youtubeurs tennis que je préfère suivre, tant pour sa vision du tennis que pour son côté analytique. Donc ce fut un vrai plaisir d'échanger avec Com à titre personnel, et certains sujets que nous avons abordés devraient vous intéresser. Alors si vous le connaissez, vous allez découvrir comment il s'est lancé sur YouTube, quelles sont ses inspirations et qu'est-ce qui l'a amené à lancer sa chaîne. Et si vous ne le connaissez pas, vous allez pouvoir découvrir comment il est passé de 15-5 à 15-2 actuellement. Et je pense que ça va vraiment vous intéresser de voir sa vision du tennis et comment il a pu atteindre ce classement. Enfin, on a abordé le YouTube Game Tennis, qui est composé de plusieurs branches. Alors évidemment, il y a les matchs de professionnels et notamment les fameux highlights, mais il y a surtout cette tendance qui est intéressante où on voit des joueurs amateurs qui filment leurs rencontres, et notamment des 4e et 3e séries. C'est d'ailleurs ce que j'essaye de mettre en place sur cette chaîne. On a abordé ce sujet, je pense que c'est intéressant d'analyser cette tendance de marché. Je m'arrête ici pour l'introduction et je vous laisse avec le podcast. Bonne écoute. Donc déjà pour commencer, j'aimerais que tu te présentes et que tu dises un peu ton rapport avec le tennis. Bonjour tout le monde, merci pour cette invitation Maxime. Mon rapport avec le tennis, je pense qu'il est un peu comme tout le monde, à la fois passionné, à la fois conflictuel. C'est un sport qu'on adore, c'est un sport qu'on déteste. C'est pour ça qu'on l'adore d'ailleurs, parce que on sent que c'est tellement dur que ça nous donne envie de revenir sur le terrain, travailler et de progresser et de devenir meilleur. Moi, mon rapport au tennis, il a été fait en vrai en deux temps. Je pense qu'on pourra y revenir après, plus tard, mais effectivement sur l'enfance et après de revenir sur le tennis en tant qu'adulte, ça a été pour moi deux pratiques qui ont été totalement différentes. Je sais pas si tu veux que je parte directement dans mes Ouais, petites histoires de gamin. tu peux développer, ouais, pour le coup c'est intéressant. Ok. Donc moi, j'ai commencé en région parisienne, au tennis club de Cergy. J'ai commencé vers 7 ans, je crois. J'étais un gamin plutôt ordinaire, sans grande prétention. Voilà, je faisais mes matchs par équipe. Je me souviens d'ailleurs, je sais pas si tout le monde a eu ça. Je sais même pas si toi d'ailleurs t'as eu ça quand tu étais enfant aussi. Sur les matchs par équipe, je faisais souvent les doubles de mon équipe. Ouais. Et c'était vraiment la place du petit dernier à qui on donne pas la possibilité de faire des simples. Donc ça situe un peu mon niveau. J'étais dans les 4-5 meilleurs de mon club par rapport à ma tranche d'âge, donc rien d'exceptionnel. Et en fait, mon père, donc c'est mon père qui m'a transmis ça. Je me souviens aussi qu'il voilà, il regardait avec ma belle-mère Roland Garros tous les ans et je me souviens même de manière plus précise en fait, j'ai voulu me mettre au tennis parce que je voyais la passion qu'il y avait dans les yeux de ma belle-mère qui regardait Roland, qui encourageait les Français, qui les engueulait derrière son écran. Et je me suis dit, mais je trouve ça dingue que ça procure autant d'émotions. Ça m'a donné envie de pratiquer le sport. Et en fait, j'ai découvert dans un second temps que mon père, il jouait quand il était plus jeune et qu'il avait été 15-5 à l'époque. Et du coup, en fait, quand j'ai dit que je voulais, tu sais, il y a un peu l'âge à 7 ans où on est là, on te dit, tu veux faire quel sport, quoi. Ouais, Et bien sûr. du coup, j'avais dit tennis sans trop vraiment savoir pourquoi. Et en fait, mon père, il m'a dit, mais allez, moi aussi, je faisais du tennis en fait quand j'étais enfant et je vais reprendre avec toi. Alors que mon père, il devait plus faire de sport depuis 10 ou 15 ans, tu vois. Et du coup, en fait, j'ai vraiment appris avec lui et avec les cours du club. Je devais prendre un cours par semaine, peut-être. Mais c'était vraiment avec mon père enfin, que je considère avoir appris et découvert ce sport. Et du coup, voilà, on avait le tube de balle, enfin le tube. Je me souviens, j'avais une caisse de Lego assez grande, tu vois, dans laquelle on devait mettre genre une vingtaine de balles, qui étaient vraiment les balles éclatées pour chien, tu vois. Et on allait jouer tout le temps, mais vraiment sous tous les temps, sous la pluie et tout. Mon père était en mode genre, mais c'est un super exercice, ça te force à plier les jambes et tout. Donc, un peu en mode objectif, objectif Mbappé du tennis, tu vois, mais ça n'a pas du tout apporté ses fruits. Mais voilà pour ça. Et je me souviens même pour la petite anecdote, on a un peu levé le pied sur les conditions extrêmes quand mon père il s'était viandé parce que le terrain était gelé en fait. On jouait en hiver Ah et oui, oui, il s'était effectivement, cassé ouais. la gueule sur une plaque de verglas. Ok. Et il est mort ensuite. C'est pas du tout vrai.
Voilà. Non, non, du coup, voilà, enfance plutôt banale. En fait, mon père, il m'avait mis à la compétition assez tôt. Euh, et je me souviens que je l'avais très mal vécu. J'étais, j'avais tellement peur sur le terrain, en fait. J'avais peur du regard des autres, du regard de mon père. J'avais peur de perdre. J'avais peur de tout, en fait. Et j'étais, mais complètement pétrifié. Je me souviens, premier match, j'avais pas mis, genre, j'avais dû faire peut-être trois quarts de mes engagements, ça devait être des doubles fautes, tu vois. Enfin, vraiment un truc de dingue. Ok. T'avais quel âge à ce moment-là sur tes premières compétitions? Ouais, je pense que j'avais 10 ans, un truc comme ça. Et, Ok. et je me souviens que j'avais vraiment un mauvais rapport. Et du coup, en fait, je suis monté à. J'ai dû arrêter vers 15-16 ans, tu vois. Premier arrêt. Où en fait, je commençais à stagner vers 15. J'étais 15-5. Mais Ouais. vraiment, 15-5, je pense que j'avais même pas une perf à 15-4, hein. Ok. J'étais vraiment 15-5 average. Et surtout, en fait, je me souviens très bien, à ce moment-là, ma perception du tennis, déjà, je ne savais pas du tout quoi faire sur un terrain. J'avais aucune idée de comment il fallait jouer. Euh, et, euh, enfin, à ce moment-là, évidemment, je ne me rendais pas compte, parce que pour moi, c'était uniquement, il fallait taper fort. Pour moi, je me souviens quand je voyais les 15-3 jouer, il fallait taper fort. Je me disais, si je veux battre un 15-3 un jour, faut que je tape comme une brute. Et en fait, j'ai complètement arrêté vers 15-16 ans parce que bah, tu sais, le lycée, le travail, mes parents étaient divorcés assez tôt, c'était un peu une galère, les tournois sur le week-end et tout. Et, euh, et en fait, à partir de là, j'ai quasiment plus joué pendant les études sup. Moi, je faisais école d'ingénieur. Voilà, j'avais repris un peu l'assaut de tennis, mais franchement, enfin, on était tellement minables physiquement, on faisait que sortir. C'était vraiment, je sais même pas si on peut Ouais. appeler ça du sport, quoi. C'est juste on tenait la raquette et on essayait de renvoyer la balle. Mais je sentais, en fait, il y avait un truc, c'est que tout le monde me disait, putain, Com, tu joues super bien, techniquement, t'es propre et tout. Et j'avais un truc qui était vraiment très frustrant, c'était, j'étais pas fier du classement. En fait, je disais que j'étais 15-5, et ils étaient tous là en mode genre, ah ouais, je t'aurais donné plus et tout. Et j'avais l'impression, tu vois, d'avoir un potentiel inexploité. Ouais. Donc t'as voulu reprendre suite à ça? Et en fait, j'ai repris vers 23 ans. Alors au début, j'ai eu une première idée de reprise, enfin une première tentative complètement avortée, avec, pour ceux qui sont à Paris, euh, il y a les terrains de la mairie de Paris qui permettent en fait de réserver comme ça une semaine à l'avance. Et je m'étais dit, bah nickel, c'est pas cher et tout. J'ai des potes qui jouent un peu, sauf qu'en fait mes potes n'étaient pas ultra motivés, c'était toujours moi qui devais réserver. Et surtout, il n'y avait pas de cadre. J'avais pas un cadre pour jouer au tennis, pour progresser. C'était vraiment, quand j'y pense, quand il fait beau, vers Roland-Garros, quand les gens ils sont motivés, j'allais jouer. Mais j'avais pas un rituel tennis où je revenais au moins une fois par semaine sur le terrain. Ok. Ouais, À chaque- t'avais peut-être pas d'objectif aussi compétition qui te poussait à te dire je vais m'entraîner toutes les semaines, au moins une fois, quoi. Ouais, c'est vrai que je me souviens pas avoir mis un objectif. Bah déjà, je voulais revenir 15-5 au moins, tu vois. Mais je Hmm. faisais des tournois. Tu vois, je me souviens, attends, là je vais revoir mon 10-up. Je me souviens, je faisais quand même quelques matchs. Je devais être à 10 matchs par an, tu vois, quand même. Ok. C'était vers lesquelles années ça? Quand t'avais 23, 24, 25 ans? Là, je vais avoir 30, donc un peu avant le Covid, tu vois. Ok, ouais, ouais, je vois 2018, 2019, un truc comme ça, ouais. Ok. Et en fait, les... j'avais beau avoir grandi, tu vois, quand je me retrouvais, j'avais l'impression d'avoir un autre rapport au tennis, mais en fait, quand je revenais en tournoi, j'étais de nouveau totalement pétrifié. Ouais. Et en fait, j'ai rebloqué à 15-5. Ok. Mais même pire, je me souviens avoir eu des défaites, je crois, à 15 ans, tu vois. Ah, pardon, à 30 ans. Mais vraiment des matchs. euh, je me souviens d'un match qui avait duré plus de 3 heures. Je m'étais fait engueuler par le juge arbitre parce que je lui avais complètement niqué sa programmation. Et on avait fait que des cloches. Et c'était ridicule, tu vois. Tu vois, là, je vois saison 2019-2020, défaite à 15-5, à 31, à 15-5, à 30, à 31. Et j'ai une victoire à 30 max, tu vois.
Donc c'est Ouais. vraiment, j'étais vraiment 15-5, 30, tu vois. Donc, ouais, même 30 d'ailleurs à ce moment-là. Donc ça a été un peu le premier retour. Et en fait, le deuxième retour, et c'est là où vraiment ça a été un vrai renouveau pour moi. Et enfin, c'est pour moi mon retour vraiment à l'âge adulte, entre guillemets. Parce que là, on va dire, je sortais un peu des études et tu sais, première année de carrière, t'as pas encore ton rythme où tu peux mettre en place un peu tes rituels sportifs ou quoi. Hmm. J'avais pas de conditions physiques, j'étais un peu à l'arrache en coloc et tout. Et donc en fait, après, j'ai changé de boîte. Je suis allé dans une boîte d'Asso System, qui est un peu la boîte, la grosse boîte avec, tu sais, des assos, tu peux faire de la boxe, de la danse, machin et tout. Et donc en fait, je me suis inscrit à l'asso de tennis. Et j'ai eu la chance de rencontrer un prof qui est en fait devenu un ami après, donc Jonathan, qui est de 6 et qui m'a vraiment expliqué ce que je devais faire sur un terrain. Et ça peut paraître hyper con, hein, mais j'étais arrêté en fait à ma compréhension de gamin. Et je me suis rendu compte en fait que mes professeurs m'avaient rien expliqué. Ils m'avaient appris à faire des coups droits, mais ils m'avaient pas appris à jouer au tennis, tu vois. Ok, c'est marrant parce que maintenant quand on te regarde jouer, par exemple, quand on regarde tes vidéos, on se dit que t'es quelqu'un de très réfléchi sur le terrain. Comme si t'avais été à l'opposé du spectre, tu vois. Bah, ouais, après j'ai une personnalité très analytique, mais je sais pas, honnêtement, j'ai pas le recul pour savoir à quel point je l'avais déjà, tu vois, quand j'étais enfant. Mais en tout cas, clairement pas, je l'avais pas sur le tennis. Mais surtout, en fait, le tennis, tu peux pas tout seul euh, comprendre le tennis. Je pense que c'est tellement complexe. Parce qu'en fait, tu as déjà la compréhension technique. Et juste ça, en fait, t'as jamais terminé. Et en fait, ça peut faire un peu un premier palier où les gens, vu qu'ils ont l'impression, enfin, vu qu'on a l'impression d'avoir jamais terminé, d'avoir compris le tennis techniquement, on se pose pas sur les questions d'après, tu vois. On va pas se dire, bon allez, le coup droit, j'ai pas fini de le travailler, mais maintenant je vais quand même travailler la tactique, la Hmm. stratégie, l'aspect mental. Tu te dis, bah non, tu te dis, je suis en quatrième série, tant que je sais pas faire un coup droit, je sais pas faire un coup droit. Hmm. Sauf qu'en réalité, tu n'as jamais fini de progresser sur le plan technique aussi, en tout cas quand on est amateur. Et du coup, ouais, je pense qu'on a un peu une fixette sur l'aspect technique. Pour moi, je considère qu'il y a quatre piliers de la performance que tu as cité, donc technique, tactique, physique et mentale. Et qu'en fait, des fois, on est fixé sur la technique, alors qu'en réalité, le meilleur moyen de progresser, le levier le plus intéressant, c'est de bosser le physique, parce qu'en fait, tu es à bout de souffle au bout de deux frappes, je ne serait en termes de respiration, et qu'en fait, en plus, c'est complémentaire. Ça veut dire que tu vas améliorer ta technique parce que tu seras beaucoup plus à l'aise quand tu vas jouer, beaucoup plus en forme physique, tout simplement. Et en fait, tu vas avoir une progression même technique juste en améliorant ton physique. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Je pense, pour rajouter un truc aussi, le physique, en fait, je sais pas si tu as eu ça en match, mais en fait, tu es tellement à bout de souffle, ou aussi par exemple, tu vas être tellement tendu que, et avec l'effort physique, tu perds complètement ta Hmm. lucidité en fait. Bon, alors, il y a une approche mentale, hein, évidemment, mais si tu es vraiment dans le rouge, clairement, ton cerveau, il va plus irriguer, enfin, il va Hmm. directement essayer d'irriguer ton cardio et tes muscles. Le cerveau, il est un peu débranché, tu vois. Ouais, bien sûr, tu déconnectes complètement hein, pour le coup. Après, là, genre, je ferai une vidéo parce que j'ai pas fait de vidéo sur un peu mon historique et mon contexte dans le tennis. Mais en gros, je viens de reprendre après quasiment 4 ou 5 ans sans jouer depuis le Covid en gros. Et j'ai repris il y a 2 mois et j'ai refait une première compétition. Et j'ai vite vu que, effectivement, le cerveau pouvait vite déconnecter. Et heureusement pour moi, en fait, comme là, je suis entre guillemets sous-classé moi aussi, hein, j'étais 15-5 au mieux. Et là, je suis redescendu 32, donc en fait, les premiers tours étaient relativement simples. D'autant plus avec la nouvelle approche que j'ai, en fait, qui est basée un peu, en fait, c'est un style de jeu un peu comme toi, vu que j'ai un physique, un gabarit un peu similaire. Et en fait, tout de suite, si je fais pas de faute, je me rends compte que les mecs, je les éclatais parce que, en fait, bah, je leur donnais rien et qu'ils sont incapables à ce niveau de déborder quelqu'un, en fait, qui court un petit peu. Et en fait, bah, tu perds juste pas de points, en fait, quoi, quand tu fais ça.
Ah, mais clairement. À ce niveau-là, évidemment. Et dès que ça accélère, si t'es pas capable de trouver la longueur, et d'ailleurs, dans ta première vidéo que t'as mise sur ta chaîne YouTube, on va y venir juste après, t'en parles en fait. C'est que c'est la longueur de balle qui fait tout. Tu joues contre un 15-4, et donc premier set, tu gagnes 6-0, et après, tu raccourcis un petit peu, et tout de suite, les échanges, c'est beaucoup plus compliqué. Tu vois, tu gagnes 6-0, 7-5 le match, tu vois. Juste parce que t'as réduit la longueur de ta balle. Enfin, c'est un des éléments, du moins. Ouais, clairement. Bah, je pense que tu as un peu différent. Enfin, déjà, tout ça, c'est hyper relatif hein, en fonction Mm. des classements des gens hein, qui nous écoutent. Mais je pense qu'effectivement, tu as raison. Pour ce niveau, ça va être la longueur de balle. Moi, je l'ai clairement senti. Juste en allongeant la longueur de balle, je suis monté 15-2. Mm. Franchement, Mm. j'ai pas eu le sentiment d'avoir fait des efforts de dingue. Évidemment, j'avais j'ai pas le facteur du coup physique ni le Mm. facteur technique qui était limitant pour monter 15-2. Il faut évidemment qu'il y ait un peu enfin, ton niveau global, ça va être la Mm. somme. Alors, il y a deux approches. Soit on peut se dire c'est un peu la somme des quatre aspects que tu as dit, les quatre piliers. Donc, Mm. technique, physique, tactique et mental. J'imagine que tu mets la stratégie dans la tactique aussi. Ouais. C'est Euh, ça que tu pourrais dissocier les deux, mais oui. ouais. Euh, donc, tu as un peu deux approches. Soit tu dis effectivement c'est un peu le niveau global des quatre, soit tu dis, je crois que c'est la théorie du saut là, où tu Ouais. dis c'est finalement ton élément le plus faible qui finalement définit ton niveau. Parce que, exemple, si tu as un revers de 34, tu auras beau avoir le meilleur physique, tu auras beau avoir, désolé, hein, la balle perdue pour les 34, tu Ouais, auras ouais. beau avoir le meilleur mental, bah, les gars, ils vont juste jouer sur ton revers et tu te retrouves à perdre à 32 parce qu'en fait, tu vas faire plus de fautes mécaniquement sur ton revers de 34, quoi. Ouais, ouais, bah pour le coup, là, je vais te prendre un exemple. Il y avait mon frère qui joue au tennis et j'ai appris à jouer avec lui. Et tu vois, il faisait que des coups droits parce qu'il n'avait pas de revers. Et en fait, il avait un revers de 34, mais comme il faisait que de se décaler en coup droit, et ben il arrivait quand même à monter 30, 15, 5 comme ça. Tu vois. Mais en fait, il avait aucune possibilité de monter plus haut parce qu'il avait le facteur limitant. Donc moi, je dirais que c'est un peu la combinaison des deux, du saut et de la somme, tu vois. Parce qu'en fait, tu peux Ok. quand même compenser, mais la problématique, c'est que si tu arrives à un plateau au bout d'un moment, enfin un plafond plutôt, et en fait, t'as aucun moyen de le surmonter si tu développes, si t'augmentes pas un tout petit peu, justement, ce trou percé dans le saut, quoi. Si tu Tout le à bouges pas, fait. quoi. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que, ouais, je suis assez d'accord hein, avec ce que tu viens de dire. Après, je pense que euh, il faut voir un peu au cas par cas. Là, je suis d'accord dans ton Mm, exemple, ça, parce que le physique peut compenser. Mais tu mm, prends quelqu'un qui, par exemple, a aucun physique, je suis pas sûr que la technique compense le physique parce qu'il faut un minimum être bien placé ouais, ouais. pour arriver à temps sur les coups, tu vois. Donc, et puis le match, il est quand même dans la durée. Donc, à voir, mais effectivement, je pense qu'on n'est pas trop loin de la vérité déjà en disant ça. Et effectivement, après, la notion de plafond de verre, c'est un élément qui est vraiment au cœur de ma réflexion là. On pourra en parler après, mais sur mon jeu aujourd'hui. Alors déjà, on a tous un plafond de verre. Enfin, on a tous un premier plafond. Je dirais pas le plafond de verre parce qu'il n'y a pas un plafond de verre ultime. On peut toujours progresser, mais on peut. Quand on arrive, en fait, il y a un peu une somme de leviers relativement simple à mettre en place. Tu vois, typiquement là, ce que tu racontes, toi, tu sais ce que tu dois faire. Tu dois allonger ta balle. Tu vas y arriver. Ça va prendre un peu de Mm, temps, tu vois. Peut-être en un an, effectivement, tu vas réussir à monter 15-2. Et après, bah, maintenant, on fait quoi, tu vois? Et le truc, c'est que tu auras encore des petits leviers peut-être assez simples. Donc, par exemple, aller courir une ou deux fois par semaine pour continuer à renforcer ton cardio, jouer un petit peu plus au tennis pour t'améliorer techniquement, améliorer un petit peu ton service. Tu auras des petits trucs peut-être assez faciles à faire. Mais ça, bah, peut-être que tu vas monter 15 ans. Et par contre, derrière, on va être sur des problématiques qui seront beaucoup plus lourdes. Donc, exemple, euh, quand tu as une balle courte, il faudra que tu gagnes la balle, le point 8 fois sur 10. Et il va y avoir des questions mentales déjà qui vont se lever, c'est-à-dire accepter de prendre les risques. Voilà, je te parle de toi, en réalité, je suis vraiment en train de parler de moi, hein. ouais, non, mais j'ai compris. Mais je pense qu'il y en a beaucoup, on est un peu tous dans le même aquarium, tu vois, Mm, quand on a un peu nos styles de jeu, un peu physique, pas faire de fautes. J'ai l'impression que ça monte vite à 15-3, 15-2, 15-1.
Et derrière, par contre, c'est encore un autre niveau. Après, encore une fois, je disais, les paliers, pour moi, c'est vraiment subjectif. Il y a des gars, ils vont juste renvoyer la balle et ils vont être 5-6, tu vois. Hmm. Et c'est juste qu'ils ont des qualités intrinsèques qu'ils n'ont même pas eu besoin de travailler. Ils ont toujours eu ça, tu vois. Ils ont eu un Hmm. mental qui est juste 2 crans au-dessus de nous. Ils ont un physique pareil qui va être vraiment monstrueux. Et ils vont avoir le petit truc en plus ils vont avoir la petite variation du revers chopé, mais qu'ils n'ont même pas eu besoin de travailler. C'est des choses, finalement, c'est juste une expression assez directe de toute leur qualité un peu initiale, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Je pense que la caricature de ça, c'est l'ancien joueur de foot à très haut niveau, voire même professionnel, qui se met au tennis. Et en fait, il sait juste renvoyer la balle, mais il a un jeu de jambes exceptionnel. Mentalement, il détruit tous les amateurs. Et physiquement, bah évidemment, tu vois, le mec, c'est une brute. Mais Et en fait, c'est Gourcuff. à Gourcuff, c'est encore différent parce qu'il a commencé, il était bon, même jeune. Je crois qu'il a fait les petits as, genre, mais Ah les ouais? vrais petits as, tu vois, je crois, ouais. Ah ouais, putain. À voir parce que tu sais, à chaque fois quand tu regardes des articles de journalistes, c'est pas très très précis, vu qu'ils font peut-être pas faire la différence entre qualification de petits as que n'importe qui peut faire et vraiment Ouais, être à mais Tarbes ouais, et non, en mais il a fait quand même, et jouer il quoi. a quand même appris le tennis, quoi. Lui, il a quand même appris C'est le pas, tennis, effectivement. Hmm. c'est pas Jean-Michel Pimpin qui, Non, qui non, sait non. pas faire un coup droit, Oui, quoi. ouais, c'est ça. Je vois que t'avais un joueur de foot qui jouait à 3 qui s'appelle Benjamin Nivet. Ça se trouve, il a jamais joué au tennis et le mec, il a le premier tournoi, je crois qu'il va jusque 15-2 ou 15-1, tu vois. Ok. Ah ouais, putain. Après, à voir s'il avait déjà joué au tennis avant, mais c'est fort probable que le mec, juste en remettant la balle, il monte 15 de 15 1 parce qu'en fait, il est indébordable. Franchement, moi, j'ai vu des gars. J'ai fait pas mal de matchs, hein. L'année dernière, j'en ai fait 60. J'ai vu des gars à 15-3. Vraiment, je suis assez choqué, tu vois. 15-3, techniquement, mais catastrophique. Mes conditions de dingue. Et on les Ouais. a tous connus, les anciens footeux, même amateurs, hein. Ils ont une telle grinta, les gars. C'est c'est assez insupportable pour nous, tennisman aguerris depuis tout petit, de voir à Ouais, quel point ils vont monter les échelons. Et aussi, il y a un autre truc, c'est que, mais alors ça, moi, c'est plus personnel, mais je pense que, enfin, je sais que je suis pas seul à vivre ça. Euh, le tennis, quand c'est ton sport numéro un, on se met beaucoup la pression, tu vois. Et j'ai un ami, il a même, ça l'a un peu dégoûté, il a arrêté. Il était 15-2, je crois, quand il était gamin. Il a repris pareil en même temps que moi dans la boîte là que j'avais rejoint. Et en fait, il se mettait énormément de pression. C'était un mec qui était assez exigeant, mais du coup, l'exigence le détruisait sur le terrain et encore plus en compétition. Il voulait trop bien faire parce que c'était un sport qui était hyper cher, tu vois, pour lui. Et en fait, bon, il s'est blessé aussi, ça a joué, bien sûr, mais ça l'a un peu dégoûté, tu vois, de se dire, ouais. j'y arrive pas alors que j'ai trop envie d'y arriver. Et à côté, il s'est mis au rugby, et en un an, il était équivalent seconde série, tu vois. Euh, Effectivement. Ouais. Parce que il avait des super qualités athlétiques, techniquement, le niveau rugby, il est moins dur à l'entrée. Mais surtout, tu vois, il s'est pas mis de pression sur ce sport parce qu'il l'a vu comme un hobby. Et du coup, il y est allé avec beaucoup plus de relâchement. Et c'est exactement ce qu'il nous faut en fait au tennis, tu vois. Sauf qu'au tennis, quand c'est ton sport principal, c'est hyper dur de. Alors, tu vois, je pense les footeux, les mecs, ils s'en foutent. Enfin, genre, tu vois ce que je veux dire? Ils sont en mode genre, vas-y, nouvelle aventure tennis. J'ai joué avec des potes, je m'amuse trop. Je vais partir en compète et avec la grinta, je vais essayer de les bouffer, tu vois. Et ils sont pas du tout dans la même approche que nous. Nous, on est en mode genre, putain, c'est un. Enfin, tu vois, on idéalise vachement le sport, on le respecte trop, tu vois. Ouais, c'est marrant, j'avais jamais fait ce rapprochement, mais la réflexion est intéressante, effectivement. Ok. Je te propose qu'on passe un peu au lancement de ta chaîne et bah, qu'est-ce qui t'a amené à te lancer sur YouTube? Ouais. Euh, alors, donc, je crois qu'on était. Donc, déjà, j'y avais jamais pensé. J'avais jamais pensé faire ça euh, avant le Covid. Et bah, je pense comme beaucoup, hein, j'ai vu Jules Marie faire ses vidéos. Et alors je crois de mémoire, euh, quand il avait annoncé qu'il reprenait le, la compétition, du coup, tu sais, le format, bon, le format il a un peu évolué au fur et à mesure, mais au début, il vloguait,
il montrait un petit peu de tennis et il finissait avec du vlog. Mm. Et moi, j'étais vachement frustré parce que déjà, j'avais envie de voir plus de tennis. Surtout, j'avais envie d'avoir un peu ses retours, enfin, tu vois, ce qu'il vivait sur le terrain. Mm. Alors, du coup, il y a eu pas mal de gens qui ont fait ces retours-là et il s'est mis à commenter. Et du coup, j'étais en Ouais. mode genre, comme un fou, tu vois, en mode genre, putain, yes, enfin, on va voir ce qui se passe dans sa tête. Et là, j'étais hyper déçu. J'ai été hyper déçu parce que bah, il disait finalement des banalités, je trouvais. Euh, mais alors, je pense qu'il y a deux éléments. Il y a effectivement, il disait des banalités parce que bah, de toute façon, je pense même si tu es dans la tête des meilleurs, il se passe pas un meilleur de trucs. Les mecs, en fait, ils ont déjà automatisé la plupart de leur schéma. Et, euh, et donc, évidemment, le mec, il n'est pas là à résoudre des équations face à son adversaire. Mais je trouvais que ça manquait d'authenticité, en fait. Et donc, c'est là le deuxième élément, c'est que bah, il était dans une démarche vraiment de compétition de haut niveau. Il va évidemment pas se livrer sur ses Mm. points faibles, Ouais, tu vois. parce que déjà quand même il se tire une balle dans le pied entre guillemets, parce que tout le monde peut analyser son jeu, ce qui n'est pas le cas, je pense, en challenger ou voire même encore pire en futur. Ouais, tout à fait. Donc, je sentais un peu qu'il y avait ce truc, mais moi, le vrai problème que j'avais, c'était que voilà, je sentais que c'était un peu, il disait, tu vois, par exemple, ouais, là, je rentre pas assez dans la balle, il faut que je colle ma ligne de fond et que je sois plus agressif. Et en Mhm. fait, je trouvais ça super dommage parce que on le sait, tout le monde le sait ça, tu vois. Nous, ce qui nous intéresse, je pense que ce qu'on a toujours voulu savoir, nous, en tant que fans de tennis, c'est pourquoi un mec comme Jules Marie ou un mec comme Gaël Monfils, ils ont peur, tu vois. De Mhm. quoi ils ont peur? Genre, qu'est-ce qui se passe? Et, et en même temps, ils ont accompli tellement, tu vois. Donc, ils ont réussi à trouver des solutions. Et ils ont encore des problèmes. Et nous, on a des problèmes qui sont parfois similaires, mais du coup, on adorerait, tu vois, avoir, tu vois, le mot d'un coach en Coupe Davis, Mhm. pas forcément sur le banc, machin, mais vraiment en coulisses, en disant, tu vois, demain, tu auras peut-être des doutes au moment où il va falloir finir le match, si tu es dans cette position, et il va falloir que tu trouves les ressources pour continuer à aller de l'avant, parce qu'à partir du moment où tu vas jouer en mode pas de faute sur les talons, bah, tu peux te retrouver à ne plus avoir ton destin en main. Tu vois, ça peut être ce genre de truc, et en fait, il y a un discours interne avec le joueur, une fois qu'il est sur le terrain, de se dire putain, là j'ai peur, mais je sais que si j'affronte pas ce problème, finalement, je fais que reporter le problème, ou tu vois, des trucs comme ça. Et du coup, j'étais assez déçu de voir qu'en fait, il y avait rien du tout. Mhm. Alors, c'est possible qu'il y ait rien du tout parce que bah, il y a des joueurs limite, enfin, le moins tu réfléchis, parfois, le mieux c'est, j'ai l'impression au tennis. C'est une grande qualité, je trouve, de déposer le cerveau aussi, tu vois, de le laisser dans le vestiaire et de se dire maintenant je suis focus, je suis dans mon match et je suis pas. Il faut être dans l'action, il faut être dans le moment présent aussi, tu vois. Mhm. Bon, alors je m'égare un peu, mais tu vas comprendre où je veux en venir. Et surtout, en fait, moi à ce moment-là, j'étais à fond dans les échecs. Je m'étais mis aux échecs, comme beaucoup de monde hein, d'ailleurs, avec la sortie du jeu de la dame. Et du coup, bah, pareil, il y avait quelques youtubeurs français que je suivais, et notamment un, Joachim Mohamed, qui avait un format que je trouvais incroyable, mais vraiment incroyable, ça m'a scotché. C'est, il filmait, du coup, il faisait des analyses de ses parties d'échecs, Mhm. de tournois, donc c'était un semi-pro, c'était un peu un équivalent Je Jules connais les Marie. Zélos. Les Zélos, c'est quoi? Il était quoi, 2003, 2004? Ouais, c'est ça, ouais. Il était, Ok. 2000, il était 2003 aux alentours, peut-être un peu moins au début, 2002. Ok. Mais ouais, en gros, maître international. Et d'ailleurs, maître international, ouais, j'ai un doute. Bon, en tout cas, 2003, ouais. Euh, en Elo feed, hein. Donc vraiment Ouais, ouais, bien le, sûr. le- le vrai Elo. Mhm. Et du coup, il filme ses analyses de matchs de compétition. Et en fait, il se livre, il va pas te dire, la plupart des analyses des matchs, c'est là j'ai joué ça parce que je pensais qu'il y avait ça, mais en Mhm. fait l'ordinateur il va te dire que il y a ce coup de défense et que j'aurais dû faire ça pour faire Mhm. ça pour faire ça. Et en fait ça c'est une analyse très premier degré, tu vois. Et justement Joachim il se livrait, il disait, tu vois je te fais un exemple,
Donc je suis là, je joue, je passe 15 minutes, je réfléchis, je réfléchis. Je suis pas sûr de moi, mais je me dis, je pense que j'ai un peu tout calculé là. Je prends mon cavalier, bam, je pose ma pièce. Et là, je vois mon adversaire qui me regarde dans les yeux et qui me dit, enfin qui me dit rien, mais qui va jouer. Et il prend son pion et il le pousse une case. Et je suis en mode, je suis dévasté. J'avais pas du tout vu ce coup. Et là, il me met un. Vraiment, en plus, c'est marrant, il fait un peu des métaphores avec de la boxe et tout, tu vois. Hmm. Et là, il me met vraiment, tu vois, j'ai pas du tout le vocabulaire, mais genre, il me met un high kick retourné, machin. Je suis complètement déboussolé et je panique, je vois mon horloge, je vois le temps qui tourne et tout. Et, et là, je vais essayer de faire, je vais essayer de reprendre mes esprits, je fais quelques exercices de respiration, je me dis, allez Joe, ça va aller et tout, machin. Et tu vois, en fait, il te raconte, il y a vraiment un vrai storytelling sur comment émotionnellement il a géré sa partie. Et en fait, j'ai vu ça à côté. J'ai vu Jules Marie sur son format et je me suis dit, mais il n'y a pas le format qu'en fait que moi j'aimerais voir, tu vois. Tu voulais plus l'aspect ressenti, émotion, réflexion pendant la partie, mais plus sur l'aspect émotionnel que Ouais, en fait, juste comment dire, c'est dans le jeu vidéo, on dit un peu quand ils font les commentaires, le play by play. Tu vois, juste de raconter ce qui se passe à l'écran et juste d'aller beaucoup plus loin que ça, plus sur le ressenti, ce qui est invisible en fait. exactement. Et je pense qu'on l'a tous vécu dans des matchs. Il y a des retournements, on sent des choses dans l'atmosphère euh, qui, qui se ressentent pas forcément à la caméra, tu vois. Mais tu vois un peu sur les points importants, sur un long rallye que quelqu'un a gagné, et que tu sens à un moment les deux joueurs ils vont se dire allez maintenant je fais plus de fautes. Et là tu sais, tu sens que c'est toi qui le bouffe physiquement. Hmm. Et tu vois ça c'est des choses, ça a un impact en fait qui est énorme sur le déroulé de la partie. Et c'est des choses qu'on ne voit pas du tout voir sur des highlights Hmm. ou même une analyse très premier degré. Moi, tu vois, je trouve il y a des youtubeurs tennis en France là qui font des commentaires. Alors déjà, s'il n'y a pas de commentaires, les gars, juste Hmm. c'est chiant à mourir. Je suis désolé. Je suis Euh, d'accord, mais c'est une commodité. En fait, le lien se crée avec la personne qui raconte ce qu'il ressent, comme tu fais d'ailleurs. T'es pas le ouais, seul, tout à fait. mais en plus, toi, tu rajoutes la caméra, ce qui est aussi un élément supplémentaire. Mais Ouais. Mais surtout, moi, mon point, c'est de dire quand vous commentez le match, ne commentez pas ce qui se passe. On n'a pas besoin, on n'écoute pas un podcast. On cherche pas à comprendre le match en entendant ce que vous dites, du genre, allez, là c'est bien, je suis bien rentré dans le terrain, j'ai frappé la balle en avançant. Genre, évidemment, c'est des éléments et tout, mais hmm, la plus-value du commentaire, elle n'est pas là, elle est pas là-dessus. On le voit à l'écran. La plus-value, elle est sur qu'est-ce qui se passe pas devant l'écran et quel est le contexte, votre ressenti. En plus d'avoir énormément de valeur ajoutée, ça crée du storytelling, ça crée de l'engagement, ça fait que les gens ils comprennent, en fait, vous créez un lien avec hmm. l'audience. Et en fait, nous, c'est ça. Franchement, regarder des vidéos de troisième série sans commentaire, je suis désolé, hein, mais enfin, ça n'a pas de valeur en tant que tel. Ouais, bien sûr. Si je synthétise, en gros, c'est faire un commentaire qu'une IA ne pourrait pas faire. Oui, oui, ça peut être une approche, effectivement. Ok. Et donc, en fait, t'es arrivé avec cette envie. En fait, tu trouvais qu'il y avait une sorte de manque sur le marché du YouTube Game Tennis. Et tu t'es dit, bah, en gros, je vais faire ça. Je vais faire ce format avec ce type de commentaires, avec les intentions de jeu, la réflexion, les ressentis, etc. quoi. Ouais. Et un autre élément aussi qui m'a beaucoup motivé, encore une fois, je suis parti en fait de moi ce qui me manquait sur YouTube. Hmm. Un autre élément qui m'a manqué, c'est que, tu vois, je reprends Jules Marie. Hmm. Par exemple, il va se donner des conseils, type tenir sa ligne de fond, être plus offensif, qui ne sont pas forcément applicables à notre niveau, Hmm. voire même qui sont des mauvais conseils à notre niveau. Genre, tous les quatrièmes séries qui nous écoutent là, ça sert à rien de taper plus, hein. Genre, Oui, oui. faut juste gagner de la stabilité dans votre jeu, comprendre les schémas de base, jouer croisé, avoir un bon physique et remettre la balle.
et vous allez monter tout seul. Et en fait, tu vois, il y a un désalignement des attentes entre un joueur pro et un joueur amateur. Et nous, on ne s'en rend pas forcément compte. Parce qu'on pourrait se dire, allez, je vais regarder à la télé ce qu'ils font. C'est la meilleure manière de pratiquer le tennis. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas du coup l'approche à moi d'avoir. Le tennis, c'est pas du tout ça. Mm. Le tennis, c'est vraiment, on y va étape par étape. Dans un premier temps, je comprends ce que je dois faire, le plus lentement possible d'ailleurs. Et ensuite, on va commencer une fois qu'on valide des paliers, on va dire, donc par exemple la régularité, on peut commencer à aller chercher de la longueur. Une fois qu'on a validé ça, on peut commencer à essayer d'exploiter les balles courtes. Et après, en fait, c'est, je pense d'ailleurs, un cycle qui se répète, parce qu'une fois qu'on augmente l'intensité, il faut de nouveau retravailler la régularité. Tu vois. Mm. Ouais, bien sûr. Je sais pas si tu connais la chaîne de Grégoire et Vincent Clubhouse. La chaîne enfin, est morte, ils l'ont abandonnée, hein. Ça fait 3 4 ans qu'ils n'ont pas publié. Mais ils faisaient des analyses, même des tutos. Ils avaient fait une vidéo très intéressante qu'ils avaient nommé le problème des highlights au tennis. Tu vois. Et en fait, je dis juste la grande thèse de la vidéo. Et en gros, c'était de voir le tennis que à travers les highlights, donc les coups gagnants, sans voir en fait que la majorité des échanges en fait se terminent par une faute directe. Donc en fait, tu as une distorsion de la réalité de ce qu'est le tennis parce que tu regardes que des highlights et pas des matchs en entier. Et justement, en fait, après, tu veux reproduire, entre guillemets, tes highlights. Alors déjà, même les pros n'y arrivent pas à mettre que des coups gagnants. Et en plus, tu n'as pas le niveau technique pour pouvoir le faire. Donc en fait, ça crée des catastrophes et des joueurs qui veulent tout le temps attaquer, tout le temps mettre que des coups gagnants. Genre, typiquement, c'est le one-two, quoi. Service, coup droit gagnant, décalage, tu vois. Et au final, bah, en fait, t'as plein de mecs qui montent pas parce qu'ils ont cette vision du tennis. Ouais, et tu vois, et en plus, ça, c'est terrible parce que c'est, en vrai, le one-two, c'est exactement ce qu'un pro doit travailler, tu vois. Mm. Ça dépend de ses qualités et tout. Je dis pas qu'un Schwartzmann, il travaille son one-two, et encore. Mais effectivement, c'est trop bien. Et tu vois, et nous aussi, même entre M série, il faut commencer à essayer voilà, d'avoir son schéma de je vais servir XT pour vraiment aller de l'autre côté. Ce sera peut-être pas un one-two, mais effectivement, c'est des trucs sur lesquels il faut tendre à un moment, mais juste, il faut y aller étape par étape, tu vois. Ouais, bien sûr. Alors moi, c'est pas du tout ma priorité sur mes axes de progression. Et juste pour revenir, parce qu'effectivement, je crois que tu avais interviewé aussi Tennis Tempête, Ouais. qui avait un peu le même message. Je trouve que c'était vraiment le message. Bah, tu vois, tu dis il y a 2 3 ans, machin. J'ai l'impression que c'était un peu le combat du YouTube game il y a 2 3 ans. C'était effectivement de dire ouais, le coup des highlights, il y a une distorsion de la réalité. Enfin, c'est exactement ce que tu viens de dire. Mm. Ouais. Il avait fait une Euh, vidéo sur le sujet, effectivement, aussi. ouais, et je suis d'accord, hein. Et je me souviens aussi à l'époque, j'avais vraiment la volonté de garder tous les points. Ouais. Euh, pour aussi justement montrer c'est quoi la réalité. Euh, Parce que bah, moi, encore une fois, je rebondis sur pourquoi tu m'avais demandé quelles étaient mes intentions, pourquoi j'ai créé ma chaîne. Je voulais justement, moi j'aurais vraiment adoré voir à ce moment-là un mec avec 2 3 classements au-dessus de moi, avec idéalement le même style de jeu, Mm. et qui me montre tous les points. Et en fait, pour te rendre compte aussi, c'est quoi la réalité des classements en France, Mm. et te rendre compte que, parce qu'en fait, on fantasme beaucoup, tu vois. Moi, par exemple, je me souviens, bah, tu vois, quand j'étais gamin, je fantasmais beaucoup à 15-3. Pour moi, il fallait taper fort et tout. Et j'ai gagné des matchs à 15-3. Je veux dire, j'ai un sentiment d'avoir rien fait. Parce que Mm. juste, j'ai joué, j'ai placé un peu de longueur sur le revers et ça passe tout seul. Et ça, il y a vraiment ouais, ce que je disais, c'est vraiment le terme. Pour moi, il y a des fantasmes sur le classement. Et d'ailleurs, c'est pour ça un peu qu'on retrouve un peu, tu sais, toutes ces discordes dans les commentaires où il y a toujours un peu ouais, non, mais lui, il vaut pas 15-3, il vaut pas Mm. 15-1, ou alors pas dans ma région ou machin. Bon, c'est un autre sujet, mais je pense que c'est parce Ouais. qu'il y a une distorsion de la réalité où les gens, ils se disent, si le mec, il est 5-6, il est censé envoyer des patates, tu vois. Mm. Mais parce que les mecs, ils se disent 5-6, le mec, c'est un demi-dieu, tu vois. Alors qu'en réalité, enfin, franchement, 5-6, c'est pas dingue, tu vois. Mm. C'est même pas mon niveau, donc on pourrait se dire, ouais, qu'est-ce que tu racontes? Mais au même titre que 15-1, c'est pas dingue. 15-3, c'est pas dingue. Mm. 15-5, c'est pas dingue. C'est vraiment à partir de milieu de seconde série où le niveau, il commence à se
à devenir, on va dire, pas semi-pro, mais on est vraiment sur une démarche très sérieuse où c'est des gens qui ont compris et qui maîtrisent le tennis. Mais, mais même ça, c'est pas des demi-dieux, les gars, tu vois. Il y a toujours des points faibles. Ouais, je suis plutôt d'accord, mais en fait, on en revient à ce que tu disais au tout début de notre échange, c'est qu'en fait, ils n'ont pas forcément réfléchi au tennis, ils ont une manière de voir le tennis qui n'est sans doute pas la bonne, en fait, juste par le prisme de je frappe fort, j'ai des bonnes qualités de frappe, et de prendre en compte que la qualité de frappe pour juger un joueur. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. C'est vraiment Mais même moi, hein, j'ai ça. Hein. En vrai, je vais voir un gars. Si tu me demandes d'évaluer le niveau en 2 minutes d'une personne, je vais Mm. regarder la vitesse de frappe, tu vois. Évidemment, dans un second temps, je vais avoir une analyse un peu plus fine, mais c'est le premier truc que tu regardes. Tu regardes la beauté des gestes et la vitesse. Hein. Mm. Ouais, ouais. Alors, je vais te raconter une petite anecdote là-dessus qui est assez drôle. C'est que mon premier tournoi de reprise, je suis allé jusque 15-3. Après, j'ai eu le 15-4 qui a fait WO. Et je me suis fait éclater. J'ai pris 1 et 0. C'était sur moquette. Et le mec avait techniquement, enfin, visuellement, une technique très approximative, on pourrait dire, tu vois. Mais en Ouais, fait, il était très capable de jouer un peu sur moquette, un jeu qui s'adaptait bien, donc très tendu, mettre des balles donc qui rebondissent pas trop. Et en plus, il avait une capacité à changer la direction de la balle. Ce qui peut paraître pas très impressionnant, mais c'est extrêmement dur à faire au tennis de changer la direction de la balle. Et il y a un mec, il y avait un pote qui me regardait. Et il y a un mec que je connaissais pas qui est venu voir notre match et qui est dit en mode ouais, ça joue pas du tout, tu vois. Genre, même en citant mon adversaire qui est en train de m'éclater. Et il s'avère que le mec là avait pris 6-0, 6-2 contre mon adversaire. Et il ah, avait pas énorme. reconnu et il disait ouais, ça joue pas, tu vois. Ah, c'est excellent. Donc c'est exceptionnel, tu vois, comme situation. Par contre, on en parle. Tu fais un tournoi de reprise, tu t'inscris sur un tournoi en moquette et tu demandes à. Enfin, t'as un pote qui t'accompagne. Toi, Non, tu mais prends des risques dans la vie. Hein. on est juste à côté, on était juste. Enfin bref. Mais après, j'avais passé 4 ou 5 tours, tu vois, donc Ouais, non, ça mais allait c'est quoi. cool, hein. Franchement, bravo. Bah, c'est Mm. une belle reprise. Ouais, bon, après, Ah, ça j'avais me quand. manque. Ça me manque les tournois où on passe 5 tours là. Ouais, bien sûr. Après, je sais, toi, je suis 32, ça va faire monter 31. Mais toi, je savais que normalement, les deux premiers tours, ça irait. Et après, j'ai joué un 30 qui voulait pas jouer. En gros, le mec, il était là, il avait aucune motivation. Et le 15-5, toi, je gagne 7-5 au troisième à l'arrache. D'ailleurs, le soir de la Saint-Valentin, c'était assez drôle, mais enfin, bref, peu importe. Mais voilà, Ça a brisé le cœur. c'était à l'arrache. Enfin, surtout qu'il y avait sa copine qui était là et Oui. on l'avait terminé à minuit, donc c'est assez compliqué après pour lui, je pense. Et tu m'avais dit Mais en off, ils ont rompu suite à ta victoire, non? non, 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 pas du tout. En vrai, ça va. Elle semblait pas si énervée que ça, voire pas du tout. Donc ça allait. Parce que j'ai déjà vu des meufs de gars que je jouais qui étaient pas contents parce qu'on jouait ne serait-ce que 2 heures, tu vois. Donc, Ouais, je vois. enfin, peu importe. En Mais plus, ouais, ça joue pas un gramme. exactement, ouais. Je voulais aussi te poser une question sur, en fait, est-ce que tu as une idée du profil des gens qui te regardent? Bah, j'ai triché un peu. J'ai Ouais, regardé sur YouTube. Je sais ouais. l'âge moyen, c'est la catégorie genre 25, je sais plus c'est quoi, peut-être genre. Enfin, je dois être dans une moyenne d'âge de visionnage 28 ans, un truc comme ça. Ok, ok, je crois que c'est la catégorie 25-34 ans, que c'est comme ça qu'ils font. Ouais, 25-39 voilà. ans, ouais. Ok. Et alors, pas beaucoup de jeunes. Ok. À mon grand désarroi, je suis devenu un boomer. Mais après, je suis sur des formats très longs quand même. Donc, je pense que c'est un peu particulier. C'est vraiment des gens qui aiment bien se poser, prendre le temps, un peu dans la réflexion, mais en même temps, des Hmm. gens sur YouTube. Surtout mes mignas. Ouais. Mes mignas, c'est vraiment, c'est pas des mignas pour séduire des personnes âgées non plus. Donc, Hmm. bah, c'est marrant parce que du coup, je pense, que j'ai vraiment la commu de qui je suis en fait. Enfin, Ouais, je sais ouais. pas comment Non, dire. si, c'est ça, bien sûr, mais en fait, on en revient sur l'aspect identification, tu vois. En fait, Ouais, et t'attires les gens qui te ressemblent, en fait. Et qui aiment bien aussi l'aspect analytique et de ton jeu. Même aussi ta manière de jouer, en fait ils aiment bien parce que c'est plutôt intéressant. En fait, entre guillemets, t'as pas de grands coups. Toi, tu t'as pas un coup droit dévastateur pour mettre à 3 mètres le mec enfin, à 3 mètres de la balle adversaire. Par contre, tu fais pas de faute, tu joues long. Et c'est chiant à jouer, quoi. alors, pour info, Ouais. j'ai un coup fort, j'ai le revers. À l'entraînement, ça part, mais genre coup droit, enfin, pardon, longue ligne ou croisé. C'est vraiment un Ouais. coup, c'est une machine à coups gagnants à l'entraînement. Ok.
Mais alors en match, c'est une bonne arme de contre, Ouais. mais j'ai le blocage mental, quoi. Mm. Ouais, en plus, t'as des bons passing shots aussi. Ouais. Alors ça, pour le coup, d'ailleurs, c'est intéressant. Le coup du passing, pour moi, il est assez particulier parce que c'est un coup où t'es complètement, tu deviens l'underdog, tu deviens l'outsider et tu es en détresse absolue dans le sens où tu es pris par le temps parce que la personne t'attaque. Mm. Tu dois te déplacer, donc t'as pas le temps du tout de penser à quoi que ce soit. Et en fait, c'est probablement le coup où je réfléchis le moins. Ouais. C'est le coup où j'ai le moins de temps de réflexion et du coup j'ai le moins de contrôle en fait, tu vois. Bien sûr. Ouais, bien sûr. En fait, t'as pas le temps de te dire est-ce que je vais rater. Tu t'envoies le bras et ça part, quoi. En fait, c'est peut-être le seul coup où je déconnecte le cerveau. Ouais, ok. Et alors on pourrait penser à la volée, qui pareil, j'ai pas trop le temps. Et alors la volée, c'est pas du tout pareil parce que je suis pas l'underdog, je sais que je suis censé gagner le point, tu vois. Et Ouais. je me mets une pression qui m'empêche d'aller vers la balle et d'aller vraiment, tu vois, Hmm. d'aller la chercher. Et je suis trop figé, tu vois, où je fais droite-gauche, mais pas vers l'avant. Et ça me fait faire des coups terribles, quoi. Ok. Et si je reprécise quand même la question que je t'ai posée juste avant, je me permets. Le profil, donc c'est 25-34 ans, moyenne d'âge 28 ans, tu m'as dit. Mais est-ce que si tu sais, est-ce que c'est des joueurs de tennis et notamment si c'est des compétiteurs? Parce que moi, Ah ouais, ouais. ma théorie, c'est que c'est que des mecs qui font de la compétition. Ouais, ouais. C'est que des Dans mecs qui font de la l'immense majorité, compète. quoi. Je pense niveau moyen 31-32, ce que je dirais. Mhm. Mais et pas mal. Alors ça, je saurais. J'ai vu sur les cartes. Je suis beaucoup région sud-ouest parisien. Ok. Vraiment sud-ouest de Paris, hein. C'est Ok. genre Ok. Paris et sud-ouest de Paris. Donc Yvelines, enfin 78, Hauts-de-Seine et tout. Ok. Et un Tu, autre tu- truc. Ouais. tu l'expliques comment, juste ça? Ça, j'ai pas. Bah, c'est peut-être le côté analytique, un peu plus en mode. Enfin, non, mais Mhm. je vais dire vraiment. On va m'insulter dans les commentaires. Peut-être un peu plus en mode genre bonne famille, je sais pas comment dire. Aussi, franchement, moi je te dis en toute honnêteté, j'ai un regard sur moi un peu dur. Je me trouve hyper boring sur les vidéos. J'ai vachement de mal à parler. En fait, tu vois, là on parle, on est dans un échange et je suis beaucoup plus. Enfin, du coup, je suis moi-même et je suis Ouais. beaucoup plus dynamique. Alors que quand je vais me retrouver tout seul, c'est vachement dur de garder ce dynamisme en étant tout seul. Tu Ouais. vois, je Mhm. m'enferme un peu dans ma tête, je deviens très analytique. Euh, je perds aussi en humour, tu vois. Je suis un gars, j'adore faire des blagues dans la vraie vie. Tu me mets tout seul face à une caméra, c'est trop dur, tu vois. Mhm. Alors, mais parce que aussi, bah voilà, mon humour, j'aime bien charrier, etc. Et quand tu es tout seul, tu Mhm. tournes en rond, tu vois. Oui, oui, c'est un exercice très particulier de se mettre seul devant une caméra et de parler bah, seul, hein, justement. Ouais. Et juste pour compléter ma réponse là Ouais. sur l'audience, euh, c'est assez marrant parce que du coup maintenant à chaque fois que je vais dans un tournoi, franchement, je crois à chaque fois Mhm. on me reconnaît et euh, c'est ça va être souvent les matchs des tours précédents, tu vois. Donc 15-3, Ok. 15-3, Mhm. 15-4, parce qu'en réalité, bah, quand ils pensent, c'est exactement mon audience. C'est Ouais, des bien gens sûr. qui sont un peu moins bien classés, parce que le classement a vraiment son avantage, hein. Si je veux jouer moins 15, t'inquiète que Mhm. je ferai 4 fois plus de vues. Je suis pas Parce, sûr de ça en vrai. Vas-y, je te laisse expliquer, mais ok, parce que les gens, bah, moi je te le dis en tout cas, en ouais. tant que spectateur, ça va pas Mhm. m'intéresser de regarder des vidéos de 33 sur YouTube. Parce Oui. que j'ai envie que le contenu m'apprenne quelque chose et je suis dans un biais de ouf que je vais apprendre de gens qui sont mieux classés que moi. Je te le dis honnêtement, c'est un biais, je pense que c'est faux. Je pense que je peux apprendre d'en dessous d'ailleurs, parce que déjà des gens peuvent avoir compris des choses que je n'ai pas compris Mhm. à des classements inférieurs, et aussi surtout de voir des erreurs des autres euh, m- peut moi me faire prendre conscience de ah oui mais ça c'est bête de faire ça, tu vois. Mhm.
Ok. Moi, ma théorie, en gros, c'est que c'est bien, effectivement, de jouer à un certain niveau de classement supérieur. Mais quand ça devient trop élevé, ça réduit le niveau d'identification et les Ouais. gens ne regardent plus pour les mêmes raisons. Ça veut pas dire qu'ils vont. Alors, peut-être que tu ferais plus de vues, effectivement. Mais, en fait, ils vont pas regarder pour les mêmes raisons et ça va même peut-être pas attirer le même public, tu vois. J'aimerais bien que les gens soient aussi matures que toi sur ce point, parce que je pense que dans les faits, les gens vont regarder un -15 et ils vont se dire, vas-y, je vais regarder les prises de décision, je vais regarder la technique, Mm. même s'ils sont quatrième série. Mais on en revient sur le point de tout à l'heure. Tout le monde n'a pas compris que le tennis, c'est une histoire de palier et il faut prendre les choses dans l'ordre, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, bien sûr. C'est pas une info que j'ai chiffrée, etc., mais c'est quand même une anecdote qui est assez parlante. Euh, je sais pas, genre une réunion de famille, Noël ou je sais pas quoi. Du coup, je raconte que voilà, je fais je filme mes matchs et je les publie sur YouTube. Et du coup, j'ai des membres de ma famille qui vont aller voir, tu vois. Mm. Et en fait, ils m'ont dit, ils ont rien compris. Et genre, c'était imbitable le truc. Et c'est marrant parce qu'en plus, tu vois, j'essaie d'avoir une approche assez, je vais pas dire vulgarisatrice, mais assez simple sur le tennis. Mm. Juste, j'explique ce que je ressens. Mais en fait, le contenu qu'on consomme de ce type, il est ultra, ultra, ultra niche parce que des gens, en fait, ils bloquent sur le fait de jouer, par exemple, de dire je joue long lifté, ils Mm. comprennent pas ce que ça veut dire. Ouais, Même, bien ou sûr. alors un Mais long de ligne, enfin, tu vois, si t'es pas du tennis, c'est hyper long en fait. Ouais, bien sûr. Mais je pense qu'en fait, c'est lié au fait que, ouais, c'est comme tu dis, c'est du jargon. Au final, pour nous, c'est clair comme de l'eau de roche, parce que c'est inscrit en nous. Et même quand tu partages ton ressenti, même ça qui est en fait juste des émotions, ils peuvent pas comprendre pourquoi tu ressens ça, parce qu'en fait, ils ont jamais été dans cette situation si particulière au final. Ouais, en fait, je pense le tennis, ces vidéos-là, c'est hyper clivant parce que, tu vois, tu parlais de l'identification. Et je sais qu'en plus, toi, c'est un sujet qui est assez important pour toi avec, tu vois, aussi les positionnements de marque qui pourraient Mm. euh, éventuellement s'attaquer à ce marché. C'est un sujet qui est hyper clivant parce que soit tu t'identifies, mais vraiment à 1000%, parce que pour le Mm. coup, on vit des choses qui sont très fortes sur un terrain de tennis et on vit beaucoup de choses similaires. Le doute, Mm. le stress, le peur de faire la faute, la peur de faire la faute, euh, la fierté de remporter un match, la fierté de trouver le point faible, c'est des choses qui résonnent, tu vois, vraiment en nous de manière très forte. Mais du coup, bah, dans l'autre sens, si tu ne connais pas ça, ça ne te parle pas du tout. Tu passes juste pour un Mm. mec un peu bizarre, égocentrique, qui filme ses matchs et ça marche pas, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais si je reviens sur l'aspect niche du fait de se filmer ces matchs de tennis, en gros, si je dézoome, il y a la niche tennis sur YouTube. Ensuite, au sein de cette niche, tu as plusieurs sous-niches qui vont être pour moi, en gros, les contenus professionnels, donc les highlights, les matchs en entier. Grosso modo, Tennis TV et les 4 grands chelems, parce que la Ouais, WTA le fait quasiment pas au final, ou un tout petit peu. Ensuite, tu as l'apprentissage, donc ce que je vais appeler les coachs en ligne, qui, pour le coup, moi, je crois vraiment, je sais pas quel est ton avis là-dessus, mais je pense vraiment pouvoir progresser. C'est pas suffisant, mais que ça permet d'aller quand même beaucoup plus vite si quelqu'un te donne des conseils, en fait, parce que moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé là, sur ma reprise de regarder plein de vidéos. Après, évidemment, sur l'aspect technique, c'est bien de regarder aussi, mais t'as personne pour voir, en fait, et pour corriger si tu fais vraiment bien les choses. ouais. Moi, tu veux que je réagisse? Et après, évidemment, Vas-y. il y a le troisième élément qui est entre guillemets, le vlogueur tennis amateur. Et Jules Marie, je le mets dans une autre catégorie vu que c'est encore différent et que personne ne peut le reproduire quasiment. Mais vu que c'est professionnel vlogueur, enfin professionnel de tennis qui fait du vlog. Et après, bah, toi qui est de la dernière catégorie, qui filme tes matchs. Et en fait, moi je pense que vraiment c'est l'aspect identification, l'élément le plus important. Je sais pas comment tu Ouais. vois les choses. Non, bah, je pense que tu as plutôt bien résumé. J'essaie de réfléchir, mais il y a, je dirais, une dernière catégorie, un peu, tu sais, dans la méta ego, storytelling. Ouais.
Mais il y a de la place hein, pour ça. Il y a un peu des Anglais qui font ça. Je sais pas, je crois que c'est culte. Tu le tennis, ouais, bien sûr. Mais c'est ce Euh, que c'est ce que j'ai essayé de faire avec ma chaîne Beyond the Court. ouais, Mais effectivement, oui, il y a de la place, mais il faut aimer faire ça. Et moi, je kiffais pas trop passer 20 heures sur du montage, 25 heures sur un logiciel de montage pour une vidéo, quoi. ouais, c'est particulier. C'est du travail d'enquête. Enfin bon, mais en tout cas, c'est encore autre chose, ouais, je pense. Non, mais par rapport aux cours de tennis, Ouais. moi, j'avais même fait un truc à un moment, c'est que j'avais acheté un produit d'une start-up qui faisait de la VR, donc la réalité virtuelle. J'avais mon Mhm. Oculus, donc mon casque de réalité virtuelle. Et en fait, j'avais investi dans un machin comme ça. Ouais. Et en fait, c'est donc une, euh, une raquette, un bas de raquette de tennis en plastique, tu vois, dans laquelle, Mhm. ici, tu peux mettre une manette de réalité virtuelle. Donc tu la branches ici. Et en fait, ça va te faire, dans l'ensemble, le poids d'une raquette de 300 grammes, je crois. En tout cas, avec un équilibre qui est Ok, ouais. similaire à celui d'une raquette de tennis. Donc le truc est assez smart, tu vois. Et enfin, c'est bien pensé, je veux dire. Et du coup, ils ont fait un logiciel de réalité virtuelle où tu peux vraiment t'entraîner sur du statique. Tu vois, tu es là, en gros, Mhm. tu vas pas te déplacer parce que le but, c'est Mhm. de faire ça, tu vois, dans ton salon, sur ton tapis ou quoi. Et en fait, ils t'envoient des balles et tu travailles ta technique, tu vois. Et j'avais même commencé, parce que j'ai la fibre, j'ai un peu la fibre entrepreneuse, et je me disais, putain, on pourrait penser à pas mal de trucs, tu vois, sur l'aspect. En fait, ça me fait penser à ça, parce que tu parlais des tutos de cours Mhm. de tennis sur YouTube. Et en fait, tu pourrais pousser le bouchon hyper loin en te disant, tu vois, tu es en réalité virtuelle, et tu vas voir, par exemple, la boucle de préparation à Mhm. suivre avec ta manette, tu vois. Mhm. Et tu fais ça très lentement et après tu vas accélérer, par exemple pour voir comment Federer sert, tu vois, et d'essayer de reproduire la même Ouais, bien boucle. sûr. Et en fait, c'est marrant parce que j'en avais un peu, je trouvais qu'il y avait vraiment, tu vois, un potentiel. Mhm. Euh, bon, plein de problèmes évidents, mais en tout cas, il y avait un truc qui pouvait être intéressant. J'en avais parlé du coup donc là, à mon prof, et, euh, et en fait, c'est un peu foutu de ma gueule, carrément même. Et c'est assez intéressant en fait ce qu'il a dit. Il m'a dit c'est le tennis, c'est quelque chose qui s'apprend sur le terrain. Genre, t'as, t'as beaucoup de choses que tu peux comprendre en dehors, Mhm. mais in fine, le tennis, c'est sur le terrain. Et il a pas tort. Et ça me fait penser un peu en fait à du coup, moi je regarde pareil Mhm. parfois des petites vidéos de cours ou alors même des shorts ou des trucs même Mhm. de Mouratoglou ou quoi. Et je trouve ça assez intéressant parce que ça peut te donner des pistes pour les travailler derrière à Mhm. l'entraînement. Et c'est d'ailleurs évidemment le but. Le but, c'est pas de Mhm. te former sur un short, mais ça donne des pistes d'entraînement. Par contre, effectivement, ça ne remplacera jamais le Mhm. fait de passer des heures sur un terrain. Et ce nombre d'heures sera vraiment accéléré si tu as un professionnel à tes côtés. Ça, il y a aucun doute Mhm. là-dessus. Parce que ça Même. demande beaucoup d'efforts de faire. Déjà, on se rend pas compte de ce qu'on fait, donc c'est important éventuellement de se filmer si Mhm. on est tout seul. Mais ça, c'est beaucoup d'énergie et on n'a pas forcément le bon regard aussi pour, pour progresser. Donc Ouais. pour moi, il y a vraiment, c'est intéressant, mais c'est vraiment sur le terrain que ça se passe l'apprentissage technique. Par contre, effectivement, il y a des choses qu'on peut comprendre en dehors. Donc, tu vois, un exemple tout bête, la théorie des angles, Mhm. le fait de se dire que tu as t'as une plus grande zone de jeu dans la Mhm. diagonale, le filet est plus bas, etc. C'est des choses qu'on comprend en dehors, tu vois. Mhm. Évidemment, il faudra les appliquer, mais ça, c'est de l'acquis qu'on peut avoir en dehors. Euh, et moi, c'est un peu ce que j'essaye de faire sur ma chaîne, c'est d'essayer de regrouper ces différentes informations qui ont de la valeur en dehors du terrain, enfin qui permettent vraiment de comprendre des choses, de débloquer des Mhm. paliers. Donc ça va être la partie mentale. Ça n'exclut pas
forcément, enfin, du coup, il faut forcément un moment le vivre sur le terrain pour vraiment pour l'assimiler. Mais c'est des choses pour moi qui, un peu tout ça, donc toute la partie stratégie aussi, comprendre les intentions de jeu, c'est des choses qu'on peut travailler en dehors. En tout cas, on Ouais, bien peut, sûr. pour arriver sur le terrain en ayant les idées au clair des objectifs à faire. Ouais, je suis plutôt d'accord. Bah, pour tout te dire, je cherche plus des fois des grands principes à appliquer. Et j'avais même un carnet pendant mes rencontres que je regardais au changement de côté. Et j'avais sur la première page de ce carnet, j'ai les 10 commandements sur lesquels je dois vraiment pas m'en écarter, tu vois. Moi, je Et serais très curieux de les entendre. ouais, bah après c'est très personnel. Là, je les ai peut-être pas vu que mon sac est assez loin. Mais en gros, par exemple, t'en as un, c'est juste tout bête, hein, mais c'est juste aie confiance en tes coups, tu vois. Genre, un truc comme ça. Maximise son pourcentage de première balle. Je m'étais rendu compte a posteriori que avant je passais très peu de premières. J'ai pas un très bon service, je fais 1m72, donc en plus j'ai pas forcément un bon angle, mais c'est pas non plus une excuse, hein, tu peux quand même servir. Euh, et en fait là je me suis concentré sur faire des premières secondes pour maximiser la première balle. Et en fait bah tout de suite je gênais, je visais que le revers. Je me suis dit je vais viser une zone par angle, par côté, tu vois. Je suis droitier, donc côté droit, côté égalité, je vise OT. Comme ça, je touche le revers. Et côté gauche, je kick, en gros, quasiment en première seconde. Et en fait, je touche le revers adverse. Et en plus, en quatrième série, ils ont quand même beaucoup de difficultés. Donc, ça me permettait de maximiser les premières et de me protéger, en fait, sur ma deuxième balle, qui est pas terrible, tu vois. Ouais, et ça part de l'intention de ce que tu veux faire. Ouais. Parce qu'en fait, si tu fais pas cet effort-là à un Mm. moment, tu es complètement guidé par. Enfin, tu es en full automatique, tu vas chercher à taper fort ta première, et en deuxième, tu vas avoir peur de faire la faute et tu vas faire des doubles. Donc, c'est un moment. C'est hyper important en fait de reprendre le contrôle. Par contre, sur la partie exécution, après, effectivement, Ouais. c'est bien ce que tu as mis. C'est vraiment la confiance. Enfin, il faut avoir confiance en tes coups. En fait, si tu commences à rentrer dans la discussion technique avec toi-même, du genre, tu Mm. es en match et tu te dis, ah, et là, essaye je sais pas, ton revers, t'as pas bien posé l'appui et tout, machin. Mm. Ça peut faire beaucoup de dégâts, ça. Ouais, Parce que, exactement. Bah, c'était ma grosse problématique pour le coup. Je me permets de te couper là-dessus. C'était vraiment ce que je n'avais pas envie de revivre. C'est de penser que technique et de faire des micros ajustements qui ne fonctionnent pas. Parce qu'en fait, en match, ça sert pas à ça le match. En match, tu as ta technique et tu dois en fait juste te faire confiance. exactement, c'est tes armes du jour, Mm. c'est pas les meilleures, voilà, mais enfin, pour tout le monde, tu vois, on n'a pas un Mm. arsenal de coups incroyable. Donc, faisons avec. L'adversaire aussi, il a ses problèmes. Et il faut juste essayer de tirer le meilleur de tout ça, ouais. Ouais. Ok. Je te propose qu'on passe à un autre sujet, Ouais. notamment très rapidement sur la vision donc, du marché du sport amateur sur YouTube, enfin sur YouTube Game Tennis. Donc, je sais pas, tu connaissais juste Chris Cross 118 ou pas? Ah bah, le père Oui, fondateur. exactement, ouais, c'est ce que j'allais dire. Et moi, alors, lui, je pense pas qu'il a fait énormément d'émules. Et effectivement, tu penses que c'est Jules Marie qui a amené vraiment cette vague post-Covid? Il n'y a pas que ça, tu vois, il y a aussi le fait que ça coûte moins cher les caméras, les micros, etc. Mais tu penses que Jules Marie vraiment a inspiré énormément de gens? Bon, déjà, c'est pas du tout la même approche. Ouais. Chris Cross, c'est vraiment l'amateur originel qui a Hmm. filmé. C'est important de préciser quand même il a vraiment posé les bases, tu vois, Hmm. de standard, d'avoir un score Hmm. qui monte le score, d'avoir aussi, il a beaucoup étudié toute la partie positionnement caméra, matériel. Ouais. Ouais. Après, évidemment, c'est des choses qui ont évolué avec le temps. Hmm. Maintenant, bah, moi, je filme juste avec mon téléphone, tu vois. Mais il a vraiment posé les bases et il les a posées très tôt. J'ai même envie de te dire trop tôt. Euh, Parce que Hmm. euh, beaucoup de vidéos que l'algo ne recommande plus maintenant, Hmm. ou moins, on va dire. Mais en réalité, si c'était sorti juste avant Jules Marie, ou en Hmm. même temps, il n'y a aucun doute qu'il aurait percé davantage, je pense. Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, ouais. Oh, mais je Non, suis mais d'accord. après, Jules Marie, évidemment, c'est Jules Marie je Hmm. pense, qui a chamboulé
la méta parce que, en fait, pour une raison très simple, on avait enfin quelqu'un à suivre sur du tennis Mhm. et c'est pas du tout venu à l'esprit pour les gens de se dire, allez, je vais regarder des vidéos Mhm. d'amateurs sur YouTube. C'était pas du tout un Mhm. réflexe qu'on avait en 2018, tu vois. Ouais, bien sûr. Bah, Tennis Tempête aussi, hein, c'est devenu au final un peu trop tôt. C'est au tout début de Jules Marie, dans la même période, si je me souviens bien. Et Ouais. en fait, toi, en plus, il se faisait vraiment chier, tu vois, à faire beaucoup de plans, même en dehors juste des matchs. Et en fait, c'est venu trop tôt, je pense. Et en fait, ce qui était super avec Jules Marie, c'est que bah, une fois que les gens ils avaient terminé, déjà Mm. YouTube les identifiait comme Ouais, ah, t'as un intérêt pour le tennis, on va te ouais. proposer d'autres vidéos. Donc en Mm. fait, à lui tout seul, il a Mm. créé un marché. Parce que du coup, euh, l'algo repoussait d'autres vidéos de tennis et il allait Mm. taper dans du tennis français. Et en fait, tennis français, on est dans la même niche, on va dire, Mm. mais juste, on peut la séparer en deux entre du pro de l'amateur. Mm. Et on est dans la même niche aux yeux de YouTube. Ouais, bien sûr. Oui, Moi, je vois, il y a défriché, et en gros, des fois, peux apparaître dans les recommandations de Jules Marie, par exemple, en fin de vidéo pour les gens bah, qui ont. ouais, moi, clairement, c'est mes stats, elles montrent ça, hein. J'ai pas les chiffres sous les yeux, Mm. mais je vois très bien que j'ai un bon pourcentage de redirection de Jules Mm. Marie. Et encore une fois, c'est pas que euh, dans le fait qu'il pousse ma vidéo à côté de celle de Jules Marie. Mm. C'est dans le fait que euh, Jules Marie a participé à ce que les gens ils regardent du tennis sur YouTube, et YouTube identifie ces gens-là comme ayant un intérêt pour le tennis et vont repousser d'autres contenus sur le tennis. Bien sûr. Oui, il a créé quasiment un usage ou une consommation, quoi, chez les gens. Ouais, ouais, clairement. Ouais, ok. Ouais, c'est intéressant, pour le coup, cette vision. Et là, pour le coup, je pense que tu as peut-être vu passer Pauline Payette, je sais pas comment on prononce. Ouais, bien sûr. Payet, je crois. Ok. Et qui explose complètement là depuis 2 3 semaines avec son nouveau concept et son nouveau format. Et ce que je trouve intéressant avec ce qu'elle fait, c'est qu'elle montre que, en fait, tu peux être créatif dans un format qui est juste, tu joues au tennis et tu montes tes matchs. En fait, elle a créé un concept par-dessus et ça cartonne, et c'est absolument logique que ça cartonne, vu que ça intéresse tout le monde, pour le coup, tous les joueurs de tennis, quoi. Ouais, tout à fait. Alors après, c'est toujours un peu l'ambiguïté. Est-ce qu'on suit le créateur Oui, ou c'est est-ce vrai. qu'on suit finalement juste l'intérêt du concept? Mm. Il n'y a pas de... Enfin, tu vois, moi je te le dis, hein, je pense que les gens me suivent parce que je monte du tennis. Mm. Si je vloguais, tu vois, par exemple, je te montre un exemple tout simple. Mm. Lilian Baduf, là, il a sorti un vlog de ski. Ouais. Euh, la vidéo, elle a floppé parce Mm. que il n'y a pas de tennis et l'audience, elle n'est pas forcément intéressée par le ski. Mm. C'est pas du tout méchant envers Lilian. Moi, je le connais, c'est Mm. une personne que j'apprécie beaucoup. Mais pareil, moi, je sors une vidéo de ski, je vais peut-être avoir 200 vues, tu vois. Les gens, ils me suivent pour voir du tennis. Je te donne un autre exemple. J'avais fait une vidéo de bilan à la fin de mon premier tournoi où j'avais Ouais. expliqué un peu c'était quoi mes objectifs, ma prépa et tout, mon classement FFT, les points Mm. que j'avais pris, euh, mon Mm. rythme d'entraînement en dehors. Tu vois, une sorte de format, on va dire, proche d'une FAQ. Mais j'avais vraiment Mm. travaillé Ouais. pour mettre du contenu tennis en fond parce que je Mm. savais que si c'était juste moi Mm. qui parlais, ça allait pas intéresser. Bah, ça intéressait personne. C'est la Mm. vidéo qui a fait le moins de vues sur ma chaîne. Elle a 3000, là je viens de regarder, 3400 vues. Ouais. Ça peut paraître beaucoup, mais ma moyenne, elle doit être à 15 000. Donc on est vraiment sur une vidéo Oui, qui est ta moyenne est à 15 000, ouais. 5 fois moins vue. Mm. Et encore, enfin bon, bref. Tout ça pour Alors, dire, les gens, moi, ils me suivent parce qu'ils veulent voir comment ça joue à 15 ans. Moi, c'est ce que j'ai identifié, tu vois. ok. Et c'est à moi après d'aller venir chercher, Mm. d'essayer de fidéliser cette audience. Et je pense Ouais. que Pauline, euh, elle n'est pas encore à l'étape où on la Mm. suit pour qui elle est. Je pense qu'elle crée son audience. Je pense qu'aujourd'hui, tu vois, Pauline, elle est
déjà, elle aussi, elle est semi-pro, donc enfin, elle est, on va dire, au même stade que Jules Marie, où elle a un vrai niveau technique. Donc forcément, elle va intéresser des gens pour voir comment ça joue. Mais ça va être plus dur pour elle de fidéliser dans un premier temps que de simplement attirer juste par le niveau, tu vois. Par Ok. contre, c'est évidemment ses atouts. Donc c'est Hmm. très bien qu'elle joue dessus. Et son Ouais. concept est génial. Ouais. C'est intéressant parce que tu as utilisé le terme de on ne la suit pas pour qui elle est potentiellement. Et effectivement, en fait, c'est l'objectif de la plupart des créateurs de contenu, c'est que tu commences sur une niche. Le plus simple, je pense, c'est dans le jeu vidéo. Il y a beaucoup qui commencent sur un seul jeu et après ils s'étendent sur du multigaming, voire même ensuite en dehors du jeu vidéo. Si tu prends même les plus gros exemples des plus gros youtubeurs actuels, Inoxtag qui commence sur du Minecraft et qui maintenant qui monte l'Everest, etc. Et même si tu vas sur des gens qui n'ont pas forcément percé de manière exponentielle comme lui, c'est aussi le cas. Et donc ça m'a même une question pour toi. C'est est-ce que tu penses qu'une vidéo bilan comme tu as fait là en début de chaîne, vu que c'était ta cinquième ou sixième vidéo, est-ce que ça fonctionnerait pas mieux maintenant ou potentiellement dans un, 2 ou 3 ans en fait, ou si tu commences à t'écarter, parce qu'en fait les gens vont commencer à te suivre pour qui tu es et pas juste parce que tu mets du tennis, tu vois. Évidemment qu'il y a toujours une majorité de gens, enfin une quantité de gens qui te suivent que pour le tennis, mais des gens vont quand même comment dire, pas s'accrocher, mais tu crées une relation au bout d'un moment. Moi, je te réponds très honnêtement, non. Je pense Ok. pas que ce soit une vidéo qui cartonne encore. Enfin, alors, au niveau du terme, du nombre de vues, peut-être que Ouais. j'en ferai un peu plus, Ouais. mais je ressors la même vidéo maintenant. Bon, c'est dur à dire, mais peut-être Hmm. que il faut voir aussi dans le temps, hein, parce que là, c'est une vidéo maintenant qui doit avoir, elle a 1 an, euh, bientôt 2, je pense, Ouais. Euh, et elle a fait 3 400. Donc là, moi, je pense qu'en 2 mois, ma vidéo, elle ferait peut-être 5 000 max, tu vois. Ok. Mais en fait, la vraie question, c'est quelle est l'approche? Euh, alors, moi, je suis pas du milieu du marketing, Ouais. mais je travaille avec du marketing et je pense, enfin, j'ai fait des formations et je pense avoir aussi un minimum de bon sens qui me permet d'avoir des théories sur ça. Hmm. En fait, et ça, c'est pour le coup de manière générale, ton concept de vidéo, ta vidéo, pour qu'elle fonctionne, elle ne doit pas être centrée sur toi, à moins que tu sois déjà une célébrité ou en tout cas une personnalité établie dans ton milieu. Hmm. Euh, mais si tu vois ce genre de vidéo qui est vraiment sur ma personne, Hmm. genre un bilan de moi, euh, pour moi, je la tournerai pas centrée sur moi, donc comme je l'avais fait, Hmm. je la tournerai centrée sur l'audience. C'est-à-dire qu'est-ce qui Hmm. intéresse les gens pour cette audience, et ça va être typiquement euh, de manière un peu plus générale, par exemple, euh, comment se fixer des objectifs au tennis en compétition. Et à l'intérieur de cette vidéo, je vais faire mon bilan sur mes objectifs. Ouais, c'est l'angle que tu trouves pour intéresser les gens. Tu pars du spectateur et après tu peux prendre ton cas personnel comme exemple. Exactement. Hmm. Et c'est ce que j'avais déjà essayé à l'époque, un peu maladroitement, où en fait, si tu regardes ma vidéo, alors il y a plusieurs erreurs hein, dans la vidéo, Hmm. je le vois avec le temps. J'avais mis classement FFT, point faible, prépa physique, le bilan de mon tournoi de la Châtaigneraie. Ouais. Euh, donc j'avais essayé de faire l'angle classement FFT pour essayer de dire, tu sais, on a tous un peu ce truc de ah ouais, il est combien, machin. Hmm. Ça nous intéresse, tu vois, de pouvoir Hmm. visualiser Hmm. le ten-up de quelqu'un qu'on connaît pas, parce qu'on rentre un peu dans l'intimité. Donc c'était un peu ça que j'avais fait. Point faible, en mode genre, ah ouais, c'est quoi ces faiblesses? C'est des choses sur lesquelles on se livre rarement. Hmm. Prépa physique, parce que souvent je voyais, j'avais des questions dans les commentaires de c'est quoi ta prépa physique? Ok. Le bilan de mon tournoi de la Châtaigneraie. Déjà, le bilan de mon tournoi de la Châtaigneraie, c'est pas, euh, c'est pas intéressant. On s'en fout du bilan du tournoi de la Châtaigneraie, tu vois. On s'en Hmm. fout de mon tournoi de la Châtaigneraie. Ce qui est intéressant, c'est le bilan de mon expérience en tant que joueur de compétition. Et en fait, c'est ce que j'ai fait récemment j'ai fait 100 matchs de tennis, voici ce que j'ai appris. Bah, en vrai, mon avant-dernière vidéo, là,
En fait, c'est un peu le bilan, hein. Mhm. C'est un peu un nouveau bilan, mais t'as vu, du coup, je l'ai tourné d'une autre manière. Je l'ai tourné, je l'ai appelé, j'ai fait 100 matchs de tennis, voici ce que j'ai appris. Et Mhm. donc là, j'ai vraiment essayé de le tourner en mode genre, euh, vous allez apprendre des choses de ma propre expérience. Ouais, bien Et sûr. tu vois, et donc j'ai vraiment essayé parce que moi, c'est ce que j'aurais aimé voir en fait. J'aurais aimé Mhm. que quelqu'un me transmette son expérience. Et une autre erreur que j'avais fait à l'époque, sur mon ancienne, ma vidéo bilan, Mhm. sur la miniature, on ne sait pas que ça parle de tennis. Il y a marqué bilan, moi en tenue de sport, avec des flèches rouges et des flèches vertes. On ne sait pas de quoi ça parle. Moi, je suis loin. On m'identifie à peine. Mhm. Donc là, clairement, c'est la cata, tu vois. Ouais, bien sûr. Ok, ouais, c'est intéressant le retour que tu as en tant que youtubeur, même là, ouais, ça sort du cadre du tennis pur, mais effectivement, c'est intéressant. Moi qui fais aussi de la création de contenu, pour le coup, ça m'intéresse. Est-ce que je peux t'interroger également sur un peu comment ton process, justement, pour filmer et pour faire tes vidéos et les outils que tu utilises? Yes. Alors, ça a pas mal évolué. Déjà, juste, on peut faire le côté matériel, mais je trouve que c'est pas très intéressant pour Ouais. ce podcast. Mais très rapidement, j'ai commencé en GoPro, Mhm. une GoPro vraiment éclatée, genre GoPro 4 ou même avant, Mhm. genre 4 Silver, je crois. Donc vraiment le truc pas foufou. Dès qu'il y avait plus trop de luminosité, ça pique. Euh, et j'avais trouvé en gros des systèmes de fixation, donc à pince, tu vois, des pinces Mhm. que tu dois ouvrir et en fait ça va venir garder tu peux les Mhm. poser un peu n'importe où. En fait, elle est juste devant moi, mais elle tient mon setup là avec la lumière. Mhm. Donc ça, c'est super parce que ça permet de se poser dès que tu as un bout de métal, un bout de bois, n'importe quoi, un truc un peu dur. En Mhm. fait, tu vois, tu peux fixer ta GoPro là où tu vois le petit truc Mhm. rouge Ouais, ouais. ou ta caméra ou n'importe quoi. Bah, en soi, tu vois, même là, le setup que j'ai mis mon téléphone dessus, Mhm. euh, ça permet de faire plein de trucs. Donc ça, c'était vraiment l'outil magique, moi, qui m'a un peu changé la vie. Après, tu as des trucs un peu genre méduses, tu sais, tentaculaires un peu, avec des, Ouais, des mais trucs qui se tordent un peu dans tous les sens. c'est ce que j'ai acheté, c'est pratique pour les grillages en extérieur, mais pas pour l'intérieur, ça fonctionne pas pour ce que j'ai moi, pour les structures dans mon club. Ouais, tout à fait. Tu as le trépied quand vraiment tu aucune Hmm. structure. Donc, typiquement, tu vas jouer en bulle. Hmm. Les vieilles bulles, là, machin, bah, t'as aucune attache. Donc, tu Hmm. n'as pas d'autre choix que mettre un trépied. Et du coup, donc j'étais GoPro. Après, j'ai switch et je suis passé, ah, mais je l'ai plus ici, à la DJI Action 3. Mhm. C'était pas mal. Donc, c'est vraiment concurrent de GoPro, mais j'avais de la 4K et du Ouais, 60 ouais. images par seconde. Mais du coup, aussi le grand angle. Hmm. Et en fait, bah, du coup, après, ça, on va reparler sur le setup, comment je fais mes vidéos. Et après, maintenant, je suis au Hmm. téléphone avec une appli du coup qui s'appelle Swing Vision. Ouais. Et ils vendent un stick. Alors attends. Hmm. Hop. Je vois moi à quoi ça ressemble parce que j'ai fait mes petites recherches et je suis naturellement tombé dessus et j'ai vu que Pardon? tu l'avais. J'étais tombé dessus moi en faisant mes recherches sur le stick et tout et sur leur application. Mais c'est que Apple en plus, je crois. C'est que sur iOS leur application. Tout à fait. Sur Android, ça n'existe pas et moi je suis sur Android donc j'ai Ouais, pas malheureusement, trouvé c'est le. d'équivalent qui me semblait performant pour l'instant. Ouais, après, ils ont des plans de dev Android, mais Hmm. c'est un peu 2 ans. J'ai l'impression que c'est un peu la stratégie. Et ils Hmm. disent ouais, ouais, on arrive, mais t'inquiète, frère. Tu vois. Hmm. Parce que l'application, elle te fait quasiment tout. Si je me trompe pas, elle fait le score et les cuts aussi entre les points, non? Ouais, elle fait tout, mais c'est l'IA, et comme l'IA, Ouais, comme tout truc d'IA, il faut quand même revenir derrière. ok, Donc ça prend un peu de temps, mais clairement ça fait gagner du temps, ouais. ok. Donc en gros, c'est Et quoi? Ça te le met direct sur l'application et tu dois faire le montage sur ton téléphone ou tu peux le faire sur ton ordinateur, sur ton Mac par exemple ouais, tu peux faire ok, téléphone ou Mac. ok. Après, pour des soucis de Oui. productivité, un peu galère sur tel.
Ouais. Mais ça fonctionne bien, franchement. C'est assez solide ce qu'ils ont fait. Et en gros, bah, attends, je te propose du Ouais. coup de passer sur le côté comment je fais mes vidéos. Ouais. Et j'ai pas mal de trucs à dire, je vais essayer d'être synthétique. Donc ça a commencé, bah, justement, tu vois, je regarde un peu les tutos. Je crois que j'étais Mhm. tombé sur le tuto de Us Tennis, donc Hussein, qui Mhm. montrait comment faire le euh, score keeper là. Mhm. C'est une appli Android pour le coup. J'avais pas d'Android, donc j'ai dû prendre un émulateur Android, machin, enregistrer mon écran. Et en fait, donc ça c'est sur la partie vraiment technique, on va dire. C'était simplement du coup sortir mes vidéos des cartes SD de ma GoPro, je les mets sur mon ordi, je fais le montage sur mon ordi, donc je Ouais. découpe tous les temps morts, je vais mettre quand ça va être second service. Mhm. Je vais quand éventuellement des petites indications sur des balles où on voit pas trop Mhm. si elle est faute, si elle est bonne, Ouais, bien sûr. machin. Et ensuite, je vais du coup avoir mon rendu final, tu vois. Mhm. Et par-dessus, et du coup après, je vais me filmer en train de regarder mon rendu final. Mhm. Et j'associe tout ça à la fin. Tu utilises quoi pour te... Ça, c'est OBS que tu utilises ou c'est autre chose? Alors j'utilise DaVinci Resolve Ok. en montage. Ah oui, alors petite précision, moi je fais du montage vidéo depuis que j'ai 12-13 ans. Mhm. Donc je suis assez à l'aise, on va dire, avec tout Mhm. ça. Je suis dans un métier du digital, je suis product designer. Donc en gros, j'utilise des logiciels comme Figma. Vous Mhm. savez que je suis quand même assez... Enfin, tu vois, tout ce qui va être Photoshop, machin et tout, Mhm. tout ce qui va être image, en fait, moi, Mhm. j'ai grandi avec. Donc je suis hyper à l'aise. Et c'est pour ça que Mhm. du coup, j'ai développé ma propre méthode Mhm. pour faire mes scores sur, euh, sur mes vidéos. Et Mhm. en fait, pour faire mon score à l'ancienne, là, j'utilisais la méthode de Hussein, donc avec l'application Android, la Mhm. Tennis Score Keeper. Mhm. Sauf qu'en fait, je faisais des systèmes de fond vert, Mhm. mais du coup bleu, parce que Mhm. l'appli était bleue, pour détourer en fait tous les Mhm. chiffres et les redispositionner à ma manière. Et du coup, je faisais une image sur Figma avec Mhm. le nom de mon adversaire, mon classement et le Mhm. classement de mon adversaire, et je venais coller les scores de l'appli détourés sur mon PNG Figma. C'est un peu Ok, technique. je vois, parce que j'ai fait la même chose moi avec Canva, Ok, en fait. bah ouais, Et bah après, du coup, mais pareil. par contre, comme j'avais pas l'application là dont tu m'as parlé, je vais tester justement et utiliser la même technique avec le bah, fond bleu, vu que c'est un fond bleu, et je vais essayer de détourer. C'est un bon type, ça, pour le coup, hein. Et ça, j'en avais fait vraiment un truc, mais genre, tu vois, en gros, sur DaVinci Resolve, tu peux en gros faire des sortes de presets et tout. Enfin, c'est comme presque du no-code, où en fait, tu Mhm. fais avec des modules que tu relis entre eux. Et j'avais fait un truc vraiment chiadé, machin. Mais dans l'ensemble, c'était un processus qui était très lourd Mhm. à faire. Ça prenait beaucoup de temps. Parce que quand tu penses à toutes les étapes là que je t'ai dit, Mhm. on était peut-être sur, je sais pas, facile 3 heures juste de technique. Ça pouvait être en dessous de 3 heures. Très fastidieux techniquement. Et surtout, après, moi j'ai un problème, c'est que je suis vraiment perfectionniste de l'extrême, tu vois. Et au début, je scriptais mes vidéos. C'est-à-dire, Ok. je regarde, donc je faisais tout ça. Je regardais mon match sans ma vidéo au début. Et juste, je me disais, ah, qu'est-ce que je pourrais dire, machin. Et du coup, je mettais Mhm. tous les timecodes de à 2-1, 30A. Là, ouais, je me visualisais en fait en train de faire la vidéo. Et j'écrivais, bah là, Mhm. ouais, je sens que c'est le moment où il faut pas que je fasse la faute et tout machin, tu vois. Mhm. Du coup, j'ai un truc qui est hyper long. Et j'ai fait ça sur les premières vidéos. Parce que bah aussi je découvrais le métier entre guillemets et j'avais pas forcément confiance en moi donc c'était important Mhm. pour moi de contrôler. Mais surtout du coup parce que je voulais vraiment que mes vidéos soient des masterclass. Tu vois, je voulais vraiment avoir le truc
où il y a une morale à la fin, un schéma narratif, etc. Tu vois. Mm. Du coup, j'étais là tous les matins sous la douche. Putain, qu'est-ce que je pourrais dire à ce moment-là du match, tu vois. Donc en réalité, le temps que ça me prenait pour faire une vidéo, si tu prends tous les moments où je pensais euh, du match, je pense qu'on était à peut-être 20 heures le match, Effectivement, là, ce c'est qui est énorme. ouais, c'est renversant parce que moi, là, j'ai passé 5 6 heures sur une vidéo, je me dis déjà que c'est beaucoup trop et que j'aimerais bien réduire par 3 ou 4 quoi. Non, Mais mais ok. après, il y a deux trucs en fait. Il y a le temps d'apprentissage Ouais, ouais, bien sûr. et après, tu es dans ton run et tu Mm. fais, tu capitalises sur toutes les heures en fait que tu as Mm. réfléchi. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Mm. Maintenant, je scripte plus, je regarde même plus mes matchs, je raconte ma vie. Non, Ouais, mais ouais. ce que je veux dire, c'est que ça a été un temps pas perdu non plus. Mais par contre, sur l'aspect technique pur, Mm. c'est vraiment un temps perdu. Pourquoi? Et ce que je te disais là en off au début du podcast, c'est qu'en fait, quand on est sur YouTube, c'est bon, c'est une banalité ce que je vais dire, hein, mais c'est un marathon. Au début, on se dit, ouais, je veux faire le meilleur truc. Mais en fait, le truc le plus important sur YouTube, c'est pas de faire les meilleures vidéos, c'est de réussir à tenir dans la durée avec un rythme de publication qui est acceptable. Et là-dessus, enfin, vous pouvez m'insulter parce que clairement, je suis peut-être le YouTuber qui publie le moins de YouTube. Mm. Après Beyond the Court. Et on fait un concours. C'est Non, ça, ouais. mais du coup, c'est hyper. Enfin, c'est vraiment un truc, mais je pense du coup, tu as vécu pareil. Tu vois, tu me parlais Mm. des vidéos docu un peu et tout. Mm. En fait, quand tu arrives à un moment à te dire que nous, on a trop envie de faire des vidéos, on aimerait publier tous les jours. Mais en fait, si tu te mets des standards de production trop élevés, soit ça devient un métier, et du coup, bah, Mm. tu t'organises et tu travailles 8 heures par jour dessus. Mais si c'est un truc à côté, et moi c'est le cas, euh, il faut que ce soit, qu'il y ait le moins de friction en fait. Il faut que ce soit le plus Mm. simple. Idéalement, c'est je m'assois, je lance la cam et c'est parti. Ouais, Et moi c'est là, c'est ma vision du truc, hein, c'est que réduire au maximum tout ce qui est montage et juste mettre en gros mon ressenti, ce qui me fait voilà. kiffer quoi. Et tu vois, par exemple, là, le format podcast, Ouais. c'est un format, on peut se dire, ça prend du temps, Mm. parce que techniquement, tu vois, la vidéo, elle est longue, voilà, on passe du temps Mm. à en parler, tu vas faire du montage derrière, etc. Tu vas prendre le temps de faire une minia, machin, le titre, Mm. mais, in fine, c'est aucun effort, là. Genre, Ouais, on bien sûr. parle, moi, je ne produis aucun effort. Ça, je peux le faire pendant 8 Mm. heures, tu vois. Donc, c'est réussir à se trouver un système où tu n'as pas de friction, et si tu as de l'effort à faire, tu as le sentiment que tu n'en Mm. fais pas. Ouais. Ouais, bien sûr, je suis entièrement d'accord. Et si je reviens sur le monde du jeu vidéo, de la création de contenu, il y a beaucoup qui sont passés de YouTube à Twitch, parce que justement c'est du live, ça a d'autres problématiques et aussi le business model est bien meilleur, mais c'est aussi parce qu'il n'y a plus l'aspect montage et c'est beaucoup moins contraignant en réalité. Tu penses enfin, t'es sûr que le business model, il est meilleur? Bah, ça va dépendre de ton audience, mais disons que t'as plus le stress du nombre de vues, t'as d'autres stress, tu vois, mais en fait si t'as ton nombre d'abonnés qui est assez constant et que t'arrives à maintenir, tu vois, ou avoir une petite croissance, je pense que c'est moins stressant, tu vois, en fait. Ah oui, oui. Non, peut-être que tu as moins de... Non, mais c'est sûr qu'il y a moins de friction à lancer ton live et à être toi-même, Ouais. et que les gens t'apprécient pour être toi-même. Alors que le montage, effectivement, tu as toujours un travail, enfin, en tout cas, c'est une pression que tu peux te mettre. Bon, ce débat, voilà, Ouais, ouais. il est bien plus vaste que notre échange en 5 minutes, mais tout ça pour dire que du coup, mon combat, en fait, depuis un an, c'est de faire le moins d'efforts possible Ouais. par vidéo, mais tout en gardant un niveau de qualité euh, intact, tu vois. Ouais, Et bien donc sûr. c'est là où effectivement j'ai découvert Swing Vision, Mhm. qui m'a permis déjà de gagner du temps de purement technique, de Mhm. production. Euh, mais effectivement, il y a toujours l'idée de la trame narrative, et finalement c'est ça moi qui me prend le plus de temps, et c'est là où je suis très mauvais. Et clairement, je pense, jamais influenceur, j'en ferai jamais mon métier, parce qu'en fait, c'est incompatible avec ma personnalité. Moi, je suis trop,
je suis trop cartésien, je suis trop réfléchi pour produire du contenu une fois par semaine, un peu en m'en battant les couilles, tu vois. Ouais, Désolé pour le langage vulgaire. non, c'est bon. Mais tu penses pas qu'en mettant des process et tu pourrais pas, justement en optimisant au maximum, même sur l'aspect narratif, en ayant un peu tes 3-4 arcs narratifs différents sur lesquels tu tournes en fonction de la matière première que tu as? Ouais, effectivement, et ça rejoint du coup, effectivement, enfin, c'est carrément une possibilité. Je l'ai pas aujourd'hui, j'ai pas automatisé ça, clairement. Je pense que c'est pas automatisable, mais Hmm. je l'ai pas mis en réflexe, en mode Hmm. pilote automatique, on va dire. Euh, une, euh, je pense aussi, il y a vraiment un truc qu'il faut comprendre, euh, c'est que le YouTube tennis, tu vois, on voit beaucoup, il y a beaucoup de chaînes qui sont abandonnées. Bien sûr, ouais. Pareil, tu regardes Jules Marie, il arrête. Et Hmm. pourquoi en fait? Parce que le tennis est très dur, mais il faut qu'il y ait quelque chose où on continue de progresser. Et en fait, Hmm. c'est très dur de progresser au tennis. On en parlait au début, il y a un peu les premières améliorations. Tu vois, là, toi, là, typiquement, tu es Hmm. en plein dedans, tu es en plein boom au niveau de la compétition. Hmm. Et si tu documentes ça, bah, évidemment que ton contenu, il est complètement lié à Hmm. ton évolution compétitive. Euh, Si tu es youtubeur, que tu montes 15 ans et que après pendant 2 ans, tu perds tous tes matchs, tu redescends 15-3, enfin, je pense que tu vas même pas publier tellement tu sais que ça va pas forcément intéresser. Alors, Hmm. c'est là où il y a un mais quand même, c'est que du coup, moi je pense qu'à partir du moment où on se livre sur ce qu'on ressent, ça a de la valeur parce que ça, ça vient créer en fait déjà une connexion, donc Hmm. de la fidélisation au niveau de l'audience, des gens qui vont rester parce que c'est des sujets qui les intéressent. Mais si tu regardes des gens comme Jawad, c'est la preuve que le tennis peut passer au plan secondaire. Jawad, il fait du contenu, donc voilà, là il est autour de 15-4, je Hmm. crois au niveau de ses publications. Mais en fait, on le suit pour sa personnalité et pas pour son tennis purement, tu vois. Et donc c'est ça, et on en revient aussi à la discussion avec Pauline Payette, Hmm. c'est que il faut réussir à un moment à embrayer pour embarquer en fait l'audience dans ton univers, plus que pour ton tennis, parce que ton Hmm. tennis, in fine, à un moment, il se stabilise et il y aura très peu d'évolution. Ouais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Faut aller au-delà du juste, en fait, je fais mes matchs, je publie. Et donc, encore une fois, tu reviens sur ce que tu as dit, hein, mais la connexion. Et ben, je te laisse le mot de la fin, comme. Bah non, mais déjà, merci Maxime pour cette invitation. Moi, c'est un exercice. En plus, tu vois, je suis quelqu'un de très analytique, donc bon, c'est un exercice assez dangereux en podcast parce que ça peut vite tomber sur des discussions à tiroir pendant des heures et des heures. Mais en tout cas, l'exercice était super plaisant. Merci d'avoir organisé tout ça. Un petit mot quand même. Effectivement, je pense à tous ceux qui se lancent ou qui veulent se lancer sur YouTube. Moi, je vous conseille vraiment d'y aller à fond parce que sur le plan tennistique, déjà, vous allez apprendre énormément à vous regarder jouer et aussi à vous exposer. En fait, les gens sur YouTube sont plutôt bienveillants, je trouve, dans le monde du tennis et vont mettre quand même bah voilà, des retours, des analyses sur votre jeu et c'est des choses qui peuvent vraiment vous faire progresser. Donc ça, je trouve, c'est en tout cas intéressant de s'y exposer. Et puis aussi, bah, voilà, ça va vous apprendre des nouvelles compétences, le montage vidéo si vous ne savez pas encore faire ça. Même sur le plan, on en parlait, l'aspect marketing, c'est des choses qui comprendre en fait ce que l'audience elle attend, aussi vous, votre positionnement et tout, c'est des choses que vous garderez pour la vie entière. Donc il n'y a aucune raison de ne pas se lancer. Aujourd'hui, franchement, une pince pour smartphone, ça coûte 20 euros et tout le monde a un smartphone. Donc je suis persuadé vraiment que beaucoup de gens peuvent réussir comme je l'ai fait, en se posant simplement les bonnes questions et en étant le plus authentique avec sa communauté, quoi. Ouais, mais écoute, je suis entièrement d'accord avec toi. Bah écoute, merci aussi d'avoir accepté l'invitation, parce que bon, c'est pour ça que je t'ai contacté et t'as dit oui tout de suite, donc merci à toi. Et puis bah à très vite.